Bien, eh bien nous commençons notre troisième et dernier atelier de la journée. Je vous remercie tout particulièrement d'avoir préféré être présent à cet atelier plutôt que d'écouter le président de la République, ce qui montre bien toute l'importance que vous attachez à notre sujet. Donc ce troisième sujet de la journée, c'est le bilan carbone du projet Oriseo. Nous avons deux experts qui ont fait participé aux études, donc Madame Rebourg et Monsieur Lousteau. Mais je donne la parole d'abord à Madame Cantet qui va introduire cette partie de notre discussion. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je vais refaire une introduction. Alors pour ceux qui étaient déjà là lors des précédents ateliers, il y aura un peu de redite et pour les autres un peu plus de découverte. Donc je suis Lisa Cantet, responsable environnement et autorisation pour le projet Oriseo pour le compte d'Engie. À la tribune avec moi, Lionel Debril qui développe le projet localement pour le compte de Neoen, Claire Rebourg du bureau d'études Ginkgo 21 et Denis Lousteau, chercheur à l'INRAE. Oriseo est un projet de plateforme qui associe sur un même site production, stockage et consommation d'énergie renouvelable. Et ce projet serait implanté à Socats, à une trentaine de kilomètres d'ici, et pourrait voir le jour d'ici 2026. L'identification de ce site est liée à la conjonction de plusieurs critères favorables, notamment la présence d'un poste électrique, donc sur la commune de Socats, qui peut recevoir une importante quantité d'énergie électrique. Il se situe à environ 4 km de l'aire d'étude du projet Oriseo. Un site d'un seul tenant de l'ordre de 2000 hectares, l'absence de zonage d'inventaire et de protection du milieu naturel sur le site et la proximité d'une importante zone de consommation avec la métropole bordelaise. Dans le cadre du projet Oriseo, des études environnementales ont été engagées pour définir les enjeux environnementaux de l'aire d'étude et du territoire vis-à-vis du projet. Ces études abordent toutes les composantes de l'environnement, milieu naturel, eau, sol, sous-sol, etc. La prise en compte de l'ensemble des enjeux environnementaux dès les premiers stades de la conception du projet assure la meilleure mise en œuvre de ce que l'on appelle la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, qui vise à, dans un premier temps, travailler sur les mesures environnementales d'évitement d'impact, puis, dans un second temps, définir des mesures de réduction de l'impact environnemental du projet. Enfin, si à l'issue de ces deux étapes, il subsiste des impacts résiduels significatifs, alors nous proposons des mesures de compensation. Pour que cette démarche globale de prise en compte de l'environnement porte ses fruits, il est important d'aborder le projet dans son ensemble, et c'est ce que nous faisons ici, puisque le projet Oriseo sera soumis à une évaluation environnementale sur la totalité de ses activités, y compris le raccordement. Le site du projet constitue aujourd'hui une parcelle sylvicole qui est dédiée à la production de pin maritime. Et c'est pour cette raison que nous avons souhaité engager, en plus des études environnementales, une évaluation de l'empreinte carbone du projet. Le projet Oriseo, par son concept basé sur l'énergie renouvelable, constitue une réponse au changement climatique. Pour autant, il est important d'en évaluer l'empreinte carbone. Et c'est ce travail réalisé par Ginkgo 21 et l'INRAE qui va vous être présenté aujourd'hui. Il a été réalisé en tenant compte des caractéristiques des activités définies à ce jour et sur la base d'un plan de masse qui privilégierait l'enjeu biodiversité pour ceux qui ont assisté à la première partie, au premier atelier milieu naturel. Donc, pour rappel, nous sommes en débat public au début du développement du projet. Le dernier relevé de la faune et de la flore a été réalisé le 6 octobre dernier. Nous disposons d'une carte des enjeux assez récemment. Et donc, nous commençons à travailler sur l'organisation spatiale du projet et ce développement va se poursuivre tout au long de l'année 2022 et d'autres étapes de présentation vous permettront de suivre les évolutions de ce projet. Et s'agissant du bilan carbone, il sera mis à jour dès lors que le projet Oriseo aura été finement défini. Je vais maintenant laisser la parole à Claire Rebourg et je me rends compte que je n'ai fait passer aucune slide, mais... Merci. Un, deux. Oui. Merci Lisa. Donc merci à tous pour votre présence à cette présentation du calcul de l'empreinte carbone du projet Oriseo. Je vais commencer
juste par une rapide présentation de Ginko 21. Donc, Ginko 21, c'est une entreprise qui a été fondée en 2005 par Hélène Telon, qui travaille sur l'analyse environnementale depuis les années 90. On est une entreprise de 10 personnes basée à Massy, dans le sud de Paris. Et on accompagne différents clients de tout secteur et de toute taille à intégrer, notre objectif, c'est d'intégrer les impacts environnementaux dans leur choix de développement d'activités, de conception de produits ou de services. Donc on a été mandaté par Neoen et Engie pour réaliser pour calculer l'impact du projet Oriseo sur le changement climatique. Donc avant de rentrer plus dans la présentation de l'étude, on a un temps limité pour vous présenter les résultats. Donc il y a une partie qui a été traitée par Ginko 21 que je représente et une autre partie par l'INRAE, tout ce qui est plutôt flux de carbone dans la biomasse. On a un temps limité, donc on va vous présenter des graphes et beaucoup de chiffres. On va prendre le temps, ensuite il y aura des questions-réponses pour préciser s'il y a des incompréhensions. Et aussi, il y a des rapports qui vont être édités. Là, on est pour Ginko 21 en phase finale, en processus de revue critique, avec des personnes externes à notre cabinet pour revoir notre travail, apporter un éclairage un peu différent, une autre vision sur les résultats que l'on a fait. Et donc, on a pris en compte leurs remarques pour vous présenter aujourd'hui des résultats plus robustes et plus pertinents sur l'empreinte carbone du projet. Donc, pour réaliser cette empreinte carbone, on a regardé l'impact sur le changement climatique du projet Oriseo. Et pour que les résultats soient un peu plus parlants, on va présenter également un scénario de référence pour mettre en regard les résultats du projet Oriseo. Donc, le scénario de référence, c'est quoi? C'est un scénario où le projet Oriseo ne serait pas réalisé. Les sites seraient laissés en sylviculture tels qu'ils sont actuellement. Et tous les services qui seraient rendus par la plateforme Oriseo, par exemple la production d'énergie, la production d'hydrogène, etc., sont rendus dans le scénario de référence par les technologies qui sont les plus représentatives actuellement en France ou au niveau européen. Donc c'est un scénario de comparaison. Les scénarios de comparaison peuvent être multiples. Là, on a fait un choix. Le choix, c'est ce qui est le plus représentatif actuellement sur les différents services traités par Oriseo. On aurait pu faire d'autres choix. Aussi, le projet Oriseo va s'étendre, s'il se réalise, sur un horizon très lointain. Ne pouvant pas vraiment prédire l'évolution des technologies et les impacts sur de ces technologies, on a fait le choix de représenter ce qu'on connaissait actuellement pour une raison de fiabilité des résultats. Donc, le périmètre sur lequel se base la modélisation pour vous donner les résultats de l'empreinte carbone, on a raisonné par briques. Donc, on a réalisé le calcul de l'empreinte carbone du parc photovoltaïque, d'une part, du centre de données, de l'électrolyseur, des batteries et des parcelles agri-solaires, agri-énergie, indépendamment. Puis, on a fait l'agrégation des résultats. Donc, on vous présentera cette démarche. Et tout ce qui est usage des produits n'est pas pris en compte dans le périmètre de l'étude, c'est-à-dire que la façon dont va être utilisé l'hydrogène, par exemple, consommé, n'est pas prise en compte ici. Donc on s'arrête, on a réalisé l'empreinte carbone sur l'ensemble du cycle de vie de la plateforme, donc tous les flux de matière, d'énergie et émissions qui sont réalisés au niveau de la plateforme, mais pas le cycle de vie des produits qui sortiraient de la plateforme, par exemple également les aliments ou l'énergie. Donc on prend bien en compte tout ce qui est production, mais pas ensuite les autres étapes sur les produits qui sortent de la plateforme. Un point important aussi, c'est que l'électrolyseur et le centre de données vont être alimentés exclusivement en énergie renouvelable. Une partie va être issue du parc photovoltaïque Oriseo lui-même et l'autre partie de la consommation d'électricité ce serait sous contrat d'origine d'énergie renouvelable. Cependant,
il y a un point qui peut faire débat dans ce type d'études que l'on fait, c'est est-ce que les bénéfices qui sont attribués de l'énergie renouvelable peuvent être attribués aux consommateurs, ici l'électrolyseur et le centre de données, ou seulement aux producteurs d'énergie. C'est un point dont on a discuté notamment avec les personnes qui réalisent la revue critique de ce travail. Et on a décidé de prendre l'hypothèse qui était la plus pénalisante pour l'empreinte carbone Oriseo, donc de ne pas attribuer les bénéfices de l'énergie renouvelable à ces deux briques et de modéliser la consommation d'électricité par le mix électrique français actuel. Donc avec une part notamment de fossiles qui augmente l'empreinte carbone par kilowattheure. Voilà, donc dans le périmètre du système, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est flux dans la biomasse, donc dans ce qui est la forêt et les sols, n'est pas présenté ici, sera présenté dans un second temps par Denis Lousteau à la suite. Donc en ce qui concerne la modélisation, les choix de modélisation et les hypothèses, ça a été rappelé dans les ateliers précédents et par Lisa. Aujourd'hui, on est dans un projet qui n'est pas encore concrétisé. On a des hypothèses de conception, donc qui ne sont pas toutes encore figées. Donc on a pris les hypothèses qui étaient les plus probables à ce jour, et c'est un état, voilà, du projet Oriseo aujourd'hui. Ensuite, on a une approche aussi qui était conservatrice, où lorsque on avait plusieurs hypothèses ou des données, différentes données environnementales, on a tout pris celle qui était la plus majorante par rapport au bilan à l'empreinte carbone Oriseo. Ensuite, il y a eu des intercertitudes sur des données qui ont été traitées par des analyses de sensibilité. Je vais vous en présenter quelques-unes, mais elles seront toutes présentes dans le rapport. Ensuite, on a utilisé une méthode de calcul qui est le Global Warming Potential du GIEC sur 100 ans en CO2 équivalent. Donc là, c'est pour ceux qui connaissent un peu plus les méthodes de calcul sur ces analyses. On a utilisé un logiciel qui s'appelle CIMAPRO et des bases de données. Toutes ces méthodes, outils et bases de données sont largement utilisées au niveau international et font consensus dans la sphère scientifique. Et pour finir sur un dernier point de méthodologie avant de passer aux résultats, on se base donc sur ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. C'est un terme que j'ai déjà employé, ou ACV. C'est prendre en compte toutes les étapes du cycle de vie, donc de l'extraction des matières premières au transport, la fabrication, distribution, usage et fin de vie. Toutes ces étapes sont prises en compte. On regarde tous les flux entrants et sortants au niveau de ces étapes et on comptabilise tout ça pour obtenir nos résultats finaux. Et en fait, là, dans l'analyse de cycle de vie, par définition, c'est une analyse qui est multicritère. On va regarder différents indicateurs d'impact. Ici, on a regardé un seul indicateur qui est le changement climatique. Mais au-delà de cet aspect-là, sinon, toute la méthodologie repose sur l'analyse de cycle de vie. Et donc, dans ce cas particulier, on regarde toutes les émissions qui auraient un effet sur l'effet de serre et qui sont prises en compte ici et traduites en CO2 équivalent. Alors, hop. Donc là, je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet, donc dans les résultats de cette étude. Ce que vous voyez affiché là, c'est un graphe où on exprime pour chacune des briques du projet Oriseo les émissions sur l'ensemble du bail 40 ans, en milliers de tonnes CO2 équivalent. Donc, j'imagine que ces chiffres ne vous parlent pas comme ça. C'est pour ça qu'on va les traduire dans un premier temps en unités et aussi les comparer au scénario de référence pour que ça puisse vous parler un peu plus. Donc déjà sur ce graphe, ce qu'on voit, c'est que la production d'électricité qui est en bleu,
donc, qui représente le parc photovoltaïque. Ça représente environ 50% du bilan carbone de l'ensemble de la plateforme, et ça représente 1 million de tonnes de CO2 équivalent. Donc ça fait beaucoup. Après, pour un peu plus, que ce chiffre vous parle un peu plus, si on traduit par rapport à la production d'électricité qui serait fournie par le parc photovoltaïque sur les 40 ans, ça ramène en fait le chiffre donc à 19 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Donc tout à l'heure, je vous montrerai les autres sources d'énergie, quels sont les chiffres moyens pour que vous puissiez avoir une analyse un peu plus critique, voilà, de ce chiffre-là. Ensuite, sur le centre de données, c'est le deuxième poste contributeur sur le bilan carbone. Il représente à peu près 30%. Sur ce centre de données, une des limites de cette étude, c'est qu'on a pris en compte l'infrastructure du bâtiment dans le bilan carbone, également toute l'énergie qui est consommée sur les 37 ou 36 ans d'utilisation, parce qu'en fait, dans les 40 ans de bail, on a aussi une durée de construction et une durée de démantèlement. Par contre, par manque de données, en fait, on n'a pas modélisé toute l'infrastructure IT du centre de données, qui a forcément un impact. Est-ce qu'on accepte les questions tout de suite ou... On posera les questions après. Laissons faire la présentation d'abord. Bon, j'espère que je ne vais pas vous perdre tous. Je vais quand même continuer. Ce que je disais, voilà, sur le centre de données, donc j'ai pas pris en compte les infrastructures IT et la maintenance. Donc c'est une limite là, du chiffre que vous voyez ici. Après, il n'y aura pas de biais dans la comparaison par rapport au scénario de référence, car dans le scénario de référence, on a un data center qui a des infrastructures IT semblables et donc qui n'a pas été pris en compte aussi dans le bilan de la référence. Ensuite, pour l'électrolyseur, donc ça représente à peu près 10% du bilan, et on a sur les batteries et la zone agri-énergie moins de 4% du bilan au total. Donc, avant de passer à la comparaison avec le scénario de référence, je vous ai dit que je n'avais pas pris en compte les bénéfices de l'énergie renouvelable pour la brique de centre de données et de l'électrolyseur. Donc là, je vous présente une analyse de sensibilité où si on prenait en compte ces bénéfices d'énergie renouvelable, alors on pourrait diminuer l'empreinte carbone de ces briques de 40 à 45%. Et donc, ce qui permettrait, par exemple, pour la production d'hydrogène, de passer de 4 kg de CO2 par kilo d'hydrogène produit à environ 2 kg de CO2 par kilo d'hydrogène produit. Donc, pour la suite, là, je vais revenir sur les résultats où on ne prend pas en compte les bénéfices de l'énergie renouvelable pour ces deux briques. Sur ce graphe, maintenant, vous revoyez les résultats par brique de la plateforme Orizeo qui sont mis en regard par rapport au scénario de référence. Donc là, je vais passer un peu plus de temps juste pour vous expliquer quels sont les scénarios de référence pour chaque brique. Pour la production d'énergie, là, on a comparé donc, la production d'1 kWh par le parc Orizeo à la production aujourd'hui d'1 kWh par le mix électrique français. Donc le mix électrique français aujourd'hui, pour 1 kWh haute tension, on est de l'ordre de 75 grammes par kWh. Donc il est à peu près 4 fois plus grand que ce que pourrait proposer le parc Orizeo. Donc dans ces 75 grammes, voilà, on a 70% de nucléaire et quasiment 7%, je crois, d'énergie fossile. Et le reste, c'est plutôt du renouvelable. On va revenir pour faire un focus sur cette partie source d'énergie qui me semble assez importante et qui pèse le plus lourd dans l'empreinte carbone du projet. Pour le centre de données, donc là, on a assez peu de différence par rapport à la référence. Le centre de données Orizeo proposerait
un centre un peu moins consommateur d'énergie, donc avec ce qui explique qu'il est un peu plus bas sur son empreinte carbone. Aussi quelques autres différences. Mais ce qui pourrait vraiment lui permettre d'avoir une empreinte carbone plus basse, ça serait qu'il fonctionne à l'énergie renouvelable et qu'il y ait cette synergie avec le parc photovoltaïque qui, on l'a vu dans l'analyse de sensibilité, permet de baisser l'empreinte carbone. Pour la production de dihydrogène, donc là, on compare l'électrolyse de l'eau à du vaporéformage. Donc le vaporéformage, c'est de la production de dihydrogène à partir de gaz et qui est très émetteur en gaz à effet de serre. Aujourd'hui, le futur de l'hydrogène, ce n'est pas de rester dans le vaporéformage, mais plutôt de partir sur des technologies comme l'électrolyse. Alors voilà, je vous l'ai dit, le bilan que j'ai fait là, on compare à des technologies qui sont les plus répandues sur le marché aujourd'hui, et le vaporéformage, c'est ce qui est le plus utilisé au niveau français et européen pour produire du dihydrogène. Et donc là, on a une différence d'un rapport à peu près 3 entre le bilan de Orizeo et de l'électrolyse du scénario de référence. Pardon. Ensuite, pour la batterie, donc là, on a à peu près on a regardé 2 types de batteries différentes, du nickel, manganèse, cobalt et du lithium fer phosphate, donc qui ont des résultats qui sont un peu différents, entre 140 et 170 grammes de CO2 par kilowattheure qui est redélivré sur le réseau. Et ça, on l'a comparé en fait à un mix 50% nucléaire, 50% centrale à gaz. Pourquoi ce mix? En fait, les batteries rendraient comme service de répondre aux appels d'offres journaliers au niveau européen sur la réserve primaire d'énergie. Les batteries permettent de répondre à ces appels d'offres parce qu'elles ont un niveau de réponse qui permet de répondre à ces contraintes. Et le mix finalement de la réserve d'énergie primaire aujourd'hui n'est pas complètement connu. On sait que c'est notamment les centrales à gaz qui répondent à cette réserve d'énergie primaire. Et donc, on a considéré une certaine quantité de gaz pour la référence, mais pour ne pas trop pénaliser la référence, comme le nucléaire a une empreinte carbone assez basse, et qu'il y a une part importante aussi de nucléaire qui est utilisée pour répondre à cette réserve d'énergie primaire, on a fait le choix de choisir 50% de gaz et 50% de nucléaire pour la référence. Et enfin, pour la production d'aliments et d'électricité sur la zone agri-énergie, là, on a pris les mêmes hypothèses que pour le parc photovoltaïque sur la partie électricité. Et sur la partie agricole, on a donc ici des agricultures diversifiées de saison et locales. Donc là, par rapport à la référence qui est le mix de consommation français moyen sur les aliments considérés, on a plus d'importation, donc plus de transport, et aussi des aliments qui ne sont pas de saison, et donc des serres à considérer, donc qui fait que sur cette comparaison, on a on a un rapport 3 à peu près entre les deux. Voilà, donc après tous ces chiffres par brique, au total, qu'est-ce que ça fait? Ça fait quasiment 2 millions de tonnes de CO2 équivalent pour les 40 ans du bail sur Orizeo. Et sur la référence, on monte à 5,6 millions. On a 2 tonnes. On a à peu près un rapport 3 entre le scénario Orizeo et la référence, avec notamment la production d'énergie qui est dans les 2 cas le contributeur majoritaire. Un point très important, c'est que en fait, là, cette modélisation, elle est très dépendante du mix électrique français utilisé. Donc, j'ai fait une analyse de sensibilité sur ce paramètre-là pour voir comment seraient impactés les résultats. Et ils sont bien impactés, mais on peut tirer des conclusions de cette sensibilité.
Donc pour les résultats que je viens de vous présenter, j'ai utilisé un mix électrique français actuel avec des données de la base de données EcoInvent pour ceux qui connaissent un peu et qui propose un mix autour de 80 grammes de CO2 par kilowattheure. Cette base de données EcoInvent, elle est utilisée de façon large dans différents secteurs. Elle a une représentativité géographique très large. Cependant, les données énergétiques sont un peu moins à jour. Elles datent des années 2010-2015 par rapport à des données que propose l'ADEME sur sa base carbone et qui propose des données françaises d'année 2020 voire 2021. Et on a une réduction de l'empreinte carbone sur les différentes sources d'énergie. Donc en prenant en compte cette base carbone à la place de la base de données EcoInvent, on a une diminution de l'empreinte carbone du mix électrique qui passe là de environ 80 à environ 45 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Donc il y a déjà un effet sur, que ce soit du côté de la modélisation Orizeo ou de la référence. Et ensuite, si on projette le mix à horizon 2030, comme le prévoit le plan pluriannuel de l'énergie, où on sortirait en 2030 du fossile, où on développerait plus d'énergie renouvelable, à ce moment-là, tout en gardant les données de la base carbone, on atteint un chiffre de environ 30 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Donc si on applique ces 30 grammes à la modélisation, on va baisser le bilan Orizeo de environ 2 millions à 1,4 million de tonnes. Et la référence, qui est beaucoup plus dépendante du mix électrique, elle est divisée par 2. Donc on passe de 5,8 millions à 2,5 millions. Donc ce qui nous dit que l'écart est plus faible. On n'a plus qu'un rapport 2, alors qu'on avait un rapport 3 avec les résultats précédents. Bien entendu, plus en fait, on ira loin aussi dans la projection, plus la référence, en tout cas c'est ce qu'on espère, tendra à diminuer en tant qu'empreinte carbone, puisque ce qu'on souhaite, c'est que l'empreinte carbone du marché soit diminue. Donc on aura un écart qui va se rétrécir. Par contre, ce qu'on voit, c'est que là, avec ces chiffres et cette projection à horizon 2030, Orizeo reste à un impact positif par rapport au scénario de référence, puisque finalement, Orizeo s'inclurait dans le scénario de référence, puisque ferait aussi partie du mix moyen considéré. Donc ça aurait toujours un bénéfice et un avantage par rapport à la référence. Avant de passer la parole à Denis, je vous fais un focus sur l'aspect énergie. Donc là, je vous représente le mix énergétique de 2019 communiqué par RTE. On a un petit problème d'affichage, c'est pas grave. Je vais juste, donc vous n'aurez pas tous les noms d'énergie, mais globalement, on a 70%, c'est la part en bleu d'énergie nucléaire aujourd'hui. Et pour que vous ayez un peu un éclairage, donc ça représente entre 6 et 12 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Sachant donc voilà, le parc photovoltaïque est à 19 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Ensuite, on a des énergies fossiles qui sont entre 400 et 1000 grammes de CO2 équivalent. Donc là, on est 10 à 100 fois plus impactant que du nucléaire ou du photovoltaïque. Et même si ça représente que 7% du mix aujourd'hui. Et ensuite, sur les autres énergies renouvelables, l'éolien est autour de 14 ou 15 grammes. L'hydraulique également, peut-être 16. Non, l'hydraulique, j'ai mis entre 6 et 13. Et le solaire, aujourd'hui, est entre 25 et 80. Alors, en fait, la base carbone, qui donne des chiffres les plus actuels, donne entre 25 et 43 grammes selon la provenance des panneaux et tout un tas d'autres paramètres.
Les 80 grammes sont sur de la base EcoInven qui est un peu plus vieille. Et la tendance de la production des modules photovoltaïques, moins consommateurs d'électricité, plus consommateurs d'énergie à leur production et plus de productivité, plus d'allongement de durée de vie, permet de diminuer cette empreinte carbone sur le solaire. Voilà, je vais passer la parole à Denis pour la suite. Et puis, si vous avez des questions, on reviendra bien entendu ensuite dessus. Merci Claire. Donc, je m'appelle Denis Lousteau, je suis chercheur à l'INRA et je travaille sur le cycle du carbone en forêt et donc les impacts et les relations entre les forêts, le climat et le cycle des gaz à effet de serre. Voilà, donc là, je suis reparti en arrière, à nouveau en arrière. Voilà, oups. Excusez-moi. Donc, je vais présenter les résultats d'une étude qu'on a développée pour mesurer l'impact sur le bilan de carbone du déboisement qui va être lié au projet Oriseo. Et donc, j'ai travaillé avec différents collègues de l'INRA et de l'IEFC, Barry Gardiner, Christophe Chipot et Pierre Trichet. Donc, alors, je vais parler un petit peu de l'approche qu'on a conduite, du modèle qu'on a utilisé pour représenter le cycle du carbone, des données qu'on a mobilisées, et je vous présenterai ensuite les résultats et leur synthèse. Donc, de quoi on parle là quand on va parler, comme le disait Claire, on a une forêt de référence qui serait la forêt si elle n'avait pas été déboisée, affectée par le projet Oriseo d'un côté, ce qui est à gauche ici, et de l'autre côté, on a à droite ce que va devenir le cycle du carbone dans le parc Oriseo, c'est-à-dire que alors, comment on allume la lumière avec ça? Comme ça? Non, zut. Il n'y a pas de pointeur, bon, tant pis. Ce qui est en gris ici à droite, ça va être l'impact du parc. C'est-à-dire que le parc, il va faire diminuer la biomasse, bien évidemment, il va supprimer des arbres. Il va également affecter le sol, on va le voir. Et puis donc, il va aussi augmenter la vitesse de circulation du carbone dans la végétation qui va subsister dans le parc. Parce que d'un côté, on a une forêt, vous savez à peu près comment une forêt marche, avec la photosynthèse, c'est la flèche verte à gauche. C'est par là que le carbone rentre dans la biosphère. Et puis ce carbone, il va être dispatché entre la biomasse et le sol. Il va être respiré aussi, retourné dans l'atmosphère par la biomasse elle-même, par les micro-organismes du sol et aussi par l'utilisation de carbone fossile qu'on utilise pour la sylviculture, par exemple. Donc tout ça va retourner dans l'atmosphère. Dans le cas du parc, on va avoir de la végétation sous les panneaux. C'est ce qui est représenté ici avec la biomasse, qui est bien plus faible que la biomasse forestière, bien sûr, mais il y a quand même une petite quantité de biomasse qui est sous les panneaux, et donc qui pompe du carbone par photosynthèse, qui alimente le sol avec un petit flux de carbone organique, de la litière. Et puis cette végétation, elle est fauchée tous les ans, et donc ça consomme de l'énergie fossile, et on va regarder les coûts que ça représente aussi dans le bilan. Donc l'approche de calcul net-net, c'est le même genre d'approche que ce que Claire vient de présenter. C'est que d'un côté, on regarde ce qu'aurait fait la forêt de référence à différentes durées d'amortissement. On en a pris 3 ici, 30, 40 et 50 ans. Et de l'autre côté, on va regarder ce que fait le projet Oriseo à 30, 40 et 50 ans en termes de carbone. Et c'est la comparaison des deux. En fait, on établit la différence, simplement, des stocks qu'il y aurait 30 ans après la création du parc, si la forêt avait été là, et puis les stocks qu'il y a avec le projet. Donc le projet lui-même, il va représenter 1771 hectares de forêt de pins et de chênes qui vont être affectés, dont 1082 vont être déboisés et aménagés, et 689 vont être conservés en forêt de pins ou de chênes. Donc on a tenu compte de ces chiffres ici. On a utilisé un modèle pour représenter le cycle du carbone en forêt. Alors pourquoi? Parce que s'il s'agit juste de compter le carbone qui est dans le tronc des arbres, c'est relativement simple. Mais là, il va falloir le projeter sur 30, 40, 50 ans avec un climat qui va changer. Et donc, on a utilisé un modèle qui représente les processus du cycle du carbone et leur sensibilité au climat. Donc, on a pris plusieurs scénarios de climat, je vais y revenir. Et on a fait tourner ce modèle en le forçant avec ces climats pour représenter ce que deviendrait la forêt d'un côté et puis ce que va représenter le parc de l'autre. Alors, ce modèle, on travaille dessus depuis une vingtaine d'années, donc il a été pas mal publié dans différentes revues scientifiques, que vous pouvez facilement trouver et vous documenter dessus. Et notamment, j'attire votre attention sur un site web qu'on a créé qui met à disposition les résultats qui sont issus de ce modèle pour les professionnels essentiellement,
et qui s'appelle Forêt 21 et que vous trouverez facilement sur le web. Et donc ce modèle, il est, pour finir, utilisé pour différentes applications d'aménagement forestière ou d'aménagement tout court, notamment pour l'expertise de l'impact du projet de champ captant dans le Médoc sur le niveau de nappe par rapport à la production forestière. Le projet Forêt 21 dont je viens de parler, mais aussi, bien entendu, pour sa vocation, c'est avant tout d'aider à la sylviculture et donc d'essayer de donner des éléments d'information sur les projections de l'impact du climat futur sur la gestion forestière. Les forestiers regardent à 50 ans, ou à 100 ans même. Et donc, ils savent que le climat change et ils essaient de prendre ça en compte. Donc nous, ce qu'on fait, c'est on utilise un petit peu ces modèles qui sont en fait une synthèse des connaissances qu'on a sur le fonctionnement des arbres. Et on les force en quelque sorte avec les climats futurs tels qu'ils peuvent être scénarisés par Météo France. Alors on a aussi été amené à modéliser le parc solaire lui-même. Donc on a utilisé le même modèle, mais au lieu d'arbres, on a mis des panneaux solaires dessus. Donc les panneaux solaires, ça intercepte de la lumière, ça émet aussi du rayonnement, ça absorbe de la chaleur, ça en émet. Enfin bref, on a pris tout ça en compte. Je ne rentre pas trop dans les détails. Et pour tester un petit peu nos modèles, on a quand même été faire des mesures sur 2 parcs solaires existants. On a fait 2 types de mesures qui sont représentées ici en haut. C'est des mesures de rayonnement sous parc. Je ne les détaille pas beaucoup, mais en rouge, c'est le rayonnement qui arrive au-dessus. Et en bleu, c'est le rayonnement qui passe sous les panneaux, avec de fortes variations, parce qu'il y a des allées entre les panneaux. Donc il y a des zones qui sont pratiquement exposées au rayonnement incident, et puis d'autres qui sont complètement sous panneaux, qui sont complètement à l'ombre. Donc ça explique une grande dispersion des valeurs de rayonnement qu'on peut mesurer. Et donc on s'est servi de ces mesures pour calibrer nos modèles et voir si on était à peu près dans les clous ou pas par rapport à la réalité telle qu'on pouvait la mesurer sur ces 2 parcs. On a également fait des mesures de biomasse sous panneaux. Parce que je ne vous cache pas qu'adapter un modèle comme notre modèle forestier pour représenter l'impact des panneaux sur la végétation, bon, on a préféré aussi s'assurer qu'on était à peu près dans la fourchette des valeurs mesurées. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec les 3 graphiques. Je ne les commande pas. En gros, la végétation sous panneaux, elle a à peu près la même biomasse qu'une végétation sous pinède d'un peuplement à peu près adulte. Donc, ce n'est pas énorme, hein, bien sûr, comparé aux arbres, mais c'est quand même assez significatif. Alors le principe ici, je vais me déplacer si ça ne vous ennuie pas, pour représenter entre la création du parc et puis ici 40 ans plus tard, ce qui sera passé. En très plein ici, c'est ce qui se passe sous forêt, c'est la matière organique du sol. Et ça représente ici le carbone qui est dans le sol, mais aussi le carbone qui est déposé sous forme de litière, de troncs d'arbres, etc. Au moment des coupes, par exemple, on abandonne les branches, etc. Donc vous voyez que ce carbone sous la forêt, il reste à peu près stable. En gros, la dynamique du carbone dans le sol, elle est à peu près en équilibre avec la végétation forestière. Donc il y a des apports, il y a des départs, il y a des minéralisations, mais la tendance à long terme, elle reste relativement stable. Autrement dit, un sol forestier, il ne s'appauvrit pas dans les scénarios qu'on a étudiés ici. Et ce qui est représenté en vert ici, c'est la biomasse. Donc c'est la quantité de biomasse qui est en forêt. Et là, les forestiers le savent bien, hein, ça subit des cycles, ça pousse, ça grandit, et puis il y a une coupe, ça retombe, et ça recommence à pousser, etc. Et donc, ici, ça représente seulement une classe d'âge, sachant que dans le parc Oriseo, avec les 1700 hectares, il y aura une dizaine de classes d'âge différentes qu'on a bien sûr prises en compte. Donc, ce qu'on a fait à chaque étape, c'est qu'on a calculé les différences entre la biomasse qu'on aurait calculée en forêt et le carbone du sol ici, et puis le carbone du sol qui sera dans Oriseo. Vous voyez qu'avec le parc Oriseo, le carbone du sol diminue, et le carbone de la biomasse, évidemment, est très réduit. Et donc, à 40 ans, ici, on va faire la différence entre le carbone du sol qui aurait été en forêt et le carbone sous parc. Pareil pour la biomasse en forêt et la biomasse qu'on aura sous parc. Et c'est ça notre bilan de carbone du projet. On reviendra s'il y a des questions de clarification qui sont nécessaires là-dessus. Alors, on a regardé 2 options de sylviculture. Soit une sylviculture à peu près standard, avec une coupe à 50 ans des arbres, après plusieurs éclaircies, et puis une sylviculture un peu intensifiée, que le groupement forestier du Murat nous a demandé de regarder, avec des coupes plus jeunes, des arbres qu'on coupe à 30-32 ans, après une seule ou 2 éclaircies. Et puis on a regardé pour la végétation sous panneau, donc elle est laissée comme ça, elle est juste fauchée tous les ans, pour des raisons de sécurité incendie, d'accès, etc., etc. Et la fauche est laissée sur place. On a regardé 2 dates de fauche, j'en présenterai qu'une, mais bon. Et puis 2 scénarios climatiques, qui sont représentés sur les petits graphiques à droite ici. Un scénario tendanciel optimiste, RCP 4.5 pour le jargon de ceux qui connaissent. En gros, c'est ce qui se passera si les accords de Paris sont à peu près tenus, si les gouvernements tiennent à peu près leurs engagements. Ne riez pas. Et donc, on aurait une augmentation de température
relativement modérée, de l'ordre de 2 degrés en fin de siècle, 1,6 degrés, je crois. Voilà. Les précipitations ne diminueraient pas beaucoup. Elles auraient même tendance à augmenter en moyenne glissante sur 10 ans de 40 mm par an. Par contre, la concentration en CO2, la courbe verte ici, elle augmente, mais pas beaucoup finalement par rapport à la concentration actuelle. 130, ce qui représente encore un tiers à peu près de la concentration actuelle qui sera en surplus. Et puis la demande évaporative, c'est-à-dire ce qui fait que les plantes transpirent, augmenterait de 20%. Scénario pessimiste, malheureusement c'est un peu la pente qu'on suit depuis déjà une vingtaine d'années. C'est ce qui est représenté en rouge ici, avec le CO2 qui augmente très fortement, qui atteint presque 1000 ppm, donc 2 fois et demi la concentration actuelle en fin de siècle. Une température qui augmente de près de 4 degrés et des précipitations qui diminuent. Donc on a pris en compte ces 2 scénarios pour forcer le fonctionnement de nos forêts à regarder un peu comment elles seraient, dans quel état elles seraient à 30, 40 et 50 ans. Alors les résultats. Aïe, j'ai fait bêtise. Oh là là, ça s'arrange pas. Oups, j'abandonne. Comment on remet la présentation là? Ah, ça avance tout seul maintenant. Retiens-moi ça. Ouais, c'était à 30, je crois. 30, 31. Voilà, celle-là, 32. Parfait. Ah, excusez-moi. Donc voilà ce que donnerait la forêt de référence à gauche en termes de biomasse. Ces 3 graphiques qui représentent des évolutions de la biomasse. Donc la biomasse des arbres en vert, la biomasse du sous-bois en violet. Et puis à droite, ce que donnerait le projet Oriseo. Donc vous voyez qu'on a des différences considérables de biomasse des arbres, mais que la biomasse sous panneau et la biomasse sous forêt se comparent un petit peu. Alors la biomasse sous panneau, elle est relativement stable. Elle se met à l'équilibre avec les conditions microclimatiques, le microclimat lumineux, etc., notamment qui sont transmises, et qui lui va être stable durant toute la durée. Les panneaux ne bougent pas. Par contre, en forêt, vous voyez qu'on a des éruptions de biomasse comme ça, de végétation au moment où il y a des coupes, parce qu'à ce moment-là, la biomasse, elle profite de l'éclairement, etc., de la nappe qui remonte et tout ça. Et puis par contre, quand le couvert se referme, elle diminue beaucoup, elle devient presque nulle. Le deuxième graphique en dessous, il représente l'indice foliaire, je ne le commande pas trop. Le troisième, il est intéressant parce qu'il représente les flux de CO2 qui sont émis ou captés par la végétation. Alors en vert, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse, c'est ce qui est pompé directement dans l'atmosphère par la végétation, sur la forêt à gauche et puis par le parc à droite. Vous voyez que la végétation sous panneau, elle pompe quand même une quantité significative. Et puis en marron, c'est le bilan net. Donc c'est ce que l'atmosphère va voir en fait entre ce qui est émis et ce qui est capté par les arbres. Et vous voyez que pour la forêt, c'est plutôt positif et ça correspond à une fixation de carbone dans la biomasse des arbres et un peu dans le sol aussi. Par contre, pour le parc, c'est constamment négatif et on va voir que la quantité de carbone qui est contenue dans l'ensemble sol puis biomasse du parc, elle a tendance à diminuer, à s'affaisser continuellement. Je dois dire ici que les simulations qu'on a faites, elles ne tiennent pas compte du devenir du parc à l'issue du démantèlement. C'est-à-dire qu'on a fait nos simulations avec un run jusqu'à 100 ans, mais bien évidemment, dans la réalité, le projet il va durer 30, 40 ou 50 ans, et après, il va être sans doute, après le démantèlement, ce qui se passera, est-ce que ce sera reboisé, mis en végétation, cultivé, etc. On n'a pas été jusque-là. Essayez de ne pas faire de bêtises. Alors, dans le sol, qu'est-ce qui se passe? On a un affaissement de la quantité de carbone du sol. Il y a différents compartiments de la matière organique du sol. Il y a une matière organique fraîche qui est récemment arrivée, qui se décompose assez vite. C'est les parties supérieures, colorées en vert foncé, en rouge et en bleu. Et puis il y a une partie beaucoup plus stable de matière organique dans le sol, qui est représentée en gris et en noir ici, surtout dans les sols landais qui sont des potzols, avec des horizons qui sont pas mal stabilisés. Et vous voyez que ces horizons-là, ces compartiments-là de matière organique du sol ont des fluctuations et des vitesses de dynamique beaucoup plus faibles, c'est beaucoup plus stable. Par contre, les compartiments décomposables, ce qui est en vert clair au-dessus, diminuent énormément. Et donc, on se retrouve, c'est ce qui est marqué à droite ici, si on compare les données 2025 et 2064, pour un des 2 scénarios climatiques que je vous ai montré, on a perdu à peu près 30% du stock de carbone qu'il y avait dans le sol initialement au bout de 40 ans. Alors cette perte, elle s'explique parce que d'une part, en forêt, ça c'est les apports au sol qui viennent de la litière des arbres et de la végétation en sous-bois. Ça, ce qui arrive par les rémanents de coupe. Quand il y a une coupe, on exporte les troncs, mais souvent on laisse les branches, les aiguilles, les souches,
Parfois, on les prend aussi. Bon, tout ça, c'est pris en compte dans les scénarios qu'on a étudiés. Mais bref, on laisse ça et ça retourne au sol ici aussi. Et puis le sol, lui, il décompose cette matière organique. Les micro-organismes, les champignons, etc., l'utilisent. Donc ça fait diminuer ça. Et le bilan, c'est ça. Et ici, pour ce cas d'étude-là, on a un petit gain de 0,8 tonnes de carbone par hectare et par an dans ce cas-là. Pour le parc, on supprime complètement les arbres. Donc il n'y a plus du tout d'apport de litière, d'arbres morts, branches, etc., ni par la litière, ni par les permanents de coupe. Il reste juste la végétation qui apporte un petit peu sous forme de rizeau déposition et de litière naturelle, et puis les fauches qui sont laissées sur place. Mais la minéralisation, elle ne s'est pas mise encore en équilibre avec ses apports. Elle continue de perdre du carbone du sol en excès, et donc on a un bilan négatif ici. Ce qui explique la pente qu'on a vue tout à l'heure précédemment. Alors, on a également analysé les émissions qui sont liées à l'utilisation des tronçonneuses, des débardeurs, du transport des troncs hors de la sylviculture, enfin hors des parcelles, et également le transport jusqu'aux unités de transformation. Ici, on a considéré que c'était dans un rayon de 40 km, par exemple pour la papeterie merci, à Biganos, à Mimizan ou à Langon, bref. Donc on a tenu compte de ça, on a tenu compte de tous les coûts en CO2 qui étaient liés à la préparation du sol, à la plantation, à la fabrication des semis, au labour, aux coûts de tronçonnage et débardage qui étaient occasionnés par les éclaircies, par les récoltes et aussi au transport. Et on a établi ces coûts pour les 2 scénarios de sylviculture qu'on avait, et on chiffre ces coûts à 24 kg de CO2 par mètre cube de bois produit dans le cadre du scénario standard, et donc à 16 kg dans le cadre du scénario intensif. Finalement, ce qu'on a fait et ce qu'on a délivré comme dans notre rapport qui sera disponible, c'est une sorte de tableau de bord qui reprend toutes les options possibles qu'on a balayées, c'est-à-dire les options de sylviculture, les différents scénarios climatiques et les différentes durées d'amortissement qu'on a considérées. Donc vous trouverez 12 cas étudiés, et dans chaque cas, vous aurez des tableaux un peu compliqués comme ça, je ne vais pas trop les commenter, mais on a regardé ce que donnait la forêt de référence à la première ligne. Donc c'est l'évolution des stocks de carbone dans la biomasse, le sol, le total. On a fait figurer la production récoltée et les émissions par fioul fossile. Et ce que donnait, dans le cas du projet, la ligne PV, c'est le parc solaire proprement dit, où il y a des panneaux. Et puis le pin, c'est les 600 hectares qui sont laissés boisés tels quels. Et donc la somme des deux donne le bilan du parc lui-même. Et c'est la comparaison de la ligne 2 et de la ligne 1 qui nous donne le bilan total. À chaque fois, c'est une perte en défaveur d'Oriseo, bien sûr, comme on l'a vu. 35 000 tonnes ici, 45 000 tonnes pour le sol, 80 000 tonnes en tout, sachant qu'on aura aussi récolté 54 000 tonnes de carbone par les récoltes forestières classiques que le parc n'aura pas récolté lui. On ne les a pas pris en compte dans le calcul du bilan parce que c'est un peu controversé, ça dépend ce qu'on fait de ce bois, est-ce qu'on l'utilise, comment on l'utilise, est-ce qu'il se substitue à du carbone fossile ou pas. On n'est pas rentré dans ce genre de détails. On s'est contenté, nous, d'estimer la quantité en tonnes de carbone qui avait été récoltée. Donc vous avez bien compris, hein, ces chiffres ils viennent de nos différences, comme on a vu tout à l'heure, qui étaient établies ici à 30 ans, pour le sol, pour la biomasse, et donc c'est ces 2 chiffres-là, etc. Et donc dans nos tableaux définitifs, il y a les 3 durées d'amortissement. Ici, c'est pour un cas de sylviculture, un scénario, et on a fait 4 tableaux comme ça, qui donnent les 12 cas étudiés. On a terminé notre étude pour comparer cette perte en carbone du parc Oriseo, du bilan en fait du parc Oriseo, qui est représenté par les aires vertes et marron ici, verte pour la biomasse et marron pour le sol. Et on a comparé cette perte qui évolue comme ça dans le temps avec ce que donnerait la séquestration de carbone par une plantation forestière, soit un taillis de chêne, soit un pin, soit un mélange des deux. Et on a vu que quand les courbes se croisent, en fait, ça veut dire que le taillis de chêne qu'on aurait planté au moment de l'installation du parc, il aura à ce moment-là accumulé autant de carbone que le parc aura perdu à cette date-là. Donc 15 ans après la création du parc pour un taillis à croissance rapide, et puis 30 ans, pratiquement 30 ans, 29 ans après la création du parc, pour des futaies de pin ou des mix pin-chêne à croissance un petit peu moins rapide. Et là encore, on s'arrête là et on ne tient pas compte de ce que donnerait le parc après démantèlement, est-ce qu'il serait reboisé, est-ce qu'il serait transformé en zone agricole, en prairie, etc. On n'est pas rentré jusque-là. Voilà, c'était ce que je voulais présenter et on pourra répondre avec les questions talents. Je vous remercie pour votre attention et je rends la parole à Claire. Juste pour finir
Merci Denis. Pour finir la présentation, on vous représente sur cette planche simplement la synthèse donc en bleu de ce que j'ai présenté sur les émissions fossiles entre Orizeo et le scénario de référence. Donc c'était le total de toutes les briques en CO2 équivalent, et on a repris les résultats que vient de présenter Denis en orange et en gris. Alors il a présenté les résultats en tonnes de carbone et là ils ont été convertis en tonnes de CO2. En orange, c'est la variation de carbone du sol et de la biomasse. Donc on voit que sur le scénario Orizeo, on a des émissions par rapport à l'année 2024 où commencerait le projet. Donc on a des émissions selon les scénarios qu'a regardé l'INRAE entre 320 et 530 tonnes de CO2 équivalent. Sur la référence, on aurait une captation de 110 ou une émission de 230 CO2 équivalent. Et en gris, c'est le carbone qui est stocké dans le bois récolté. Donc comme l'a dit Denis, c'est du carbone qui est stocké provisoirement ça dépend de ce qu'on fait du bois ensuite. Mais donc il continuerait à y avoir des coupes sur le scénario Orizeo puisqu'il y a une certaine partie de la surface qui est laissée en sylviculture. Donc on aurait sur les 40 ans du projet entre 260 et 312 de tonnes CO2 équivalent stockées dans les produits, stockés provisoirement en tout cas, dans les produits qui sortiraient en bois, qui sortiraient de la plateforme. Et sur la référence, on serait plus entre 550 et 600. Donc là, c'était simplement pour vous remettre sur une même unité les résultats que j'ai présentés et les résultats qu'a présenté Denis. Voilà, donc maintenant, on peut passer aux questions si vous en avez. Merci beaucoup pour votre écoute. Bon, tout le monde a bien suivi. Alors, interrogation écrite. Bon, monsieur, si vous voulez vous approcher et vous montez sur l'estrade pour qu'on vous voit bien. Super. Bonjour, Gilles Garcia de Réelle Nouvelle-Aquitaine. Alors j'ai une observation et deux questions. L'observation, c'est sur le contenu carbone du mix électrique français. Si j'ai bien compris, vous avez pris 74 grammes de CO2 dans vos premiers calculs. De mémoire, il me semble que dans la base carbone ADEME, on est plutôt sur 60. Alors après, vous avez présenté d'autres valeurs, mais ce serait intéressant que dans le rendu final, ce soit stabilisé, qu'on se réfère à la même base de données. Voilà. Alors après, mon premier étonnement, c'est le contenu, l'empreinte carbone du PV. Vous êtes sur 19 grammes de CO2 par kilowattheure. C'est extrêmement faible, optimiste. 80% des panneaux qui sont fabriqués en Chine sont à plutôt 44 ou 45, je crois. Si on en fabriquait en Europe, il y a toujours du son. Oui. On serait plutôt à 30 ou 35. Ce serait intéressant que vous nous expliquiez comment vous arrivez à 19 grammes de CO2 par kilowattheure. L'autre question, elle s'adresse plutôt à monsieur. Vous avez considéré que le stock de carbone dans les sols était à peu près stable sur toute la durée du scénario de référence, donc en exploitation sylvicole. Je ne suis pas du tout un spécialiste du sujet, mais ce que j'ai vu en tant que touriste dans la forêt landaise, c'est que lorsqu'on fait des coupes rases, bien souvent on dessouche et on laboure. Je me demande si le carbone stocké dans les sols, il reste vraiment. Voilà, c'était une question, une précision. Merci. Merci pour votre question. Donc, pour la première question sur l'empreinte carbone du mix électrique français, alors j'ai pris 74 grammes qui est la valeur de la base de données EcoInvent et pas de la base carbone. Donc j'ai fait toute la modélisation avec cette base de données EcoInvent parce que elle permet de modéliser tout un tas de choses que la base carbone ne permet pas. Elle est beaucoup plus riche. Et également, donc voilà, c'est pour ça que... Et également, oui, classiquement dans les ACV, on regarde plusieurs critères et la base carbone ne permet que de regarder que le carbone. Alors ici, comme on regarde que le carbone, on peut quand même utiliser la base carbone.
Et donc, ce 75 grammes, c'est ce que donne la base de données EcoInvent pour la production. Sur la base de carbone de l'ADEME, il donne 60 grammes. Là, c'est pour la consommation. Donc, j'avais refait le calcul avec les bases de la base avec les données de la base carbone. Et j'arrivais pour le mix de 2019 et j'arrivais à 46 grammes. Donc, par rapport à la consommation, cette différence, c'est du fait que dans la consommation, il y a des importations aussi d'autres pays et généralement, c'est de l'électricité plus carbonée. Donc la différence est assez importante entre 74 grammes et 46 grammes en tout cas, et donc c'est pour ça que j'ai présenté l'analyse de sensibilité. Après, voilà, les résultats de base ont été faits avec la base de données EcoInvent, donc c'est les premiers résultats que j'ai présentés. Mais voilà, c'est comme il y a plusieurs bases de données que dans le secteur de l'énergie, les choses évoluent vite. C'était important de faire cette analyse de sensibilité et j'espère que je réponds à votre question sur l'empreinte carbone du mixte. Et donc, juste l'analyse de sensibilité prend bien en compte les données de la base carbone. Ensuite, sur le 19 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure que permettrait d'atteindre le parc photovoltaïque, en effet, donc il est plus bas que ce qu'on a aujourd'hui avec des panneaux photovoltaïques provenant de Chine. Il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est que là, on a pris un panneau qui a une technologie qui n'est pas encore représentative du marché. On a une taille de cellules particulière qui permet donc d'avoir des panneaux qui sont beaucoup plus qui ont une meilleure productivité. Donc par rapport à une énergie ascendante, ils permettent de produire plus d'électricité derrière. Donc qui permet de diminuer finalement pour une même quantité d'énergie l'empreinte carbone. Ensuite aussi, on a pris une durée de vie des panneaux qu'on a allongée jusqu'à 37 ans. Donc on a pris en compte une baisse de la performance des panneaux sur ces 37 ans, mais on a poussé la durée de vie des panneaux. Aujourd'hui, on a des durées de vie qui peuvent être plus faibles. Et troisième point, c'est aussi que là, on a pris l'ensoleillement à SOCAT, qui est, si on regarde les données justement de la base carbone, qui est dans la fourchette, enfin dans le haut de la fourchette de l'ensoleillement en France, donc qui explique qu'on a aussi un gain de productivité et donc sur l'empreinte carbone par kilowattheure. Voilà, Denis. S'il vous plaît, une précision là pour prolonger la question, pour bien l'approfondir. Est-ce que vous avez fait quand même l'hypothèse que les panneaux venaient majoritairement d'Asie? Oui, c'est ça. Oui, on a pris des panneaux d'origine chinoise, c'est ça, oui, avec du silicium qui provient de Corée et je crois qu'il y avait de provenance, mais oui, enfin, on a pris des panneaux qui étaient produits en Asie. Pour compléter, ce sont des panneaux qui existent déjà. Ce sont des panneaux qui sont utilisés sur certains de nos parcs photovoltaïques. Le bilan carbone aujourd'hui, c'est déjà une donnée qui est considérée par le secteur photovoltaïque, d'une part parce que c'est un des critères qui est régi par la Commission de régulation de l'énergie. La spécificité de ce parc ici, ce serait que l'électricité elle serait vendue directement à des industriels via des pipiers. Aujourd'hui, le marché actuel, pour les parcs solaires, ça fonctionne via des appels d'offres qui sont régis par la Commission de régulation de l'énergie. Comment ça fonctionne? C'est un concours. Grosso modo, c'est un concours. Il faut que vous ayez vos pièces pour entrer, c'est-à-dire les pièces d'autorisation d'urbanisme, pour identifier que c'est un vrai projet qui peut être construit si vous êtes lauréat. Mais ensuite, vous êtes noté. Vous êtes noté sur une note sur 100. On a 9 points qui sont dédiés pour favoriser les sites dégradés, les fameuses friches que l'ensemble du secteur cherche et parfois réussit à trouver, donc qui sont les anciennes décharges, les anciennes carrières par exemple. Ensuite, on a 21 points qui sont justement sur le bilan carbone du module qui est présenté, pour éviter effectivement que ce soit des panneaux qui sont complètement inadmissibles en termes de bilan carbone. Donc on a une note sur 21 points dans le cadre de la Commission de régulation de l'énergie qui est attribuée à ces modules-là. Il faut savoir qu'actuellement, sur les derniers appels d'offres,
La moyenne est d'environ 500-550 grammes de CO2 par kilowatt crête. Nous, dans le cadre du projet Horizeo, si je ne me trompe pas, on s'est basé sur un module de 500. Donc, qui est qui est même pas le maximum, vu que le maximum actuellement dans la fourchette régie par la Commission de régulation de l'énergie, c'était 300, qui était proposé par des concurrents, mais qui représente une très faible partie. Donc, nous, on a fait des modules, on a proposé des modules qui sont réalistes. Et pour information, après, les 70 points restants, vu que j'ai parlé de la Commission de régulation de l'énergie, c'est le prix, tout simplement. C'est le prix que vous proposez. Et comment ça fonctionne? Il y a une règle de 3, en fait. Ils donnent une fourchette basse, une fourchette hausse, une fourchette haute. Vous proposez un tarif, ils font une règle de 3 et vous avez votre notation. Voilà. Bien. Oui, Madame Jean. Si je peux apporter Oui, une réponse. pardon, un complément de réponse. Oui, excusez-moi. Oui, donc on prend bien en compte. C'est le modèle qu'on utilise, c'est un modèle couplé qui représente à la fois la végétation et le sol aussi. Donc on ne fixe pas une quantité de carbone dans le sol qui ne bougerait pas. C'est le modèle qui fait ça. Il fait les apports, il fait la décomposition et à l'arrivée, il simule ça. On a plus ou moins validé ça avec des mesures aussi sur un site qu'on suit depuis 25 ans, qui a subi une coupe rase, un labour en plein, des souchages. On a fait des mesures de carbone avant, pendant, et on va en refaire une cette année. Donc ça fera trois mesures à tous les 10 ans. Et on ne voit pas tellement de variations. Ça nous a surpris aussi, liées à ces opérations forestières. Il y a quand même des gros apports avec les branches, les grosses racines. On a supposé ici qu'on utilisait ce qu'on appelle un croque-souche et un forage à cœur de la souche. On n'exporte pas véritablement toute la souche. Et dans les deux scénarios sylvicoles qu'on a étudiés, donc l'option intensive et l'option standard, il y a un dessouchage dans les deux cas au moment de la plantation. Donc il revient tous les 30 ans pour le scénario biomasse, mais tous les 45 ans seulement pour le scénario standard. Madame. Oui, merci. Moi, pareil, j'ai tiqué sur la performance des panneaux photovoltaïques. Donc, vous avez dit qu'ils venaient d'Asie, donc ça voudrait dire que la performance meilleure que ce qui est observé actuellement serait due à l'allongement de la durée de vie des panneaux, essentiellement alors. Pas uniquement, donc parce que il y a tellement d'informations que vous avez peut-être dit des choses, mais voilà, c'est juste pour bien comprendre. Du coup, je me souviens plus parce que c'est pareil, ça va vite, on pose pas au fur et à mesure. Donc ça veut dire parce que de la même manière, dans le mix tel que vous le présentez, on peut imaginer que d'une manière générale, tout le PV va évoluer vers quelque chose de plus performant. Donc ça veut dire que le scénario de référence aussi, il va évaluer avec des performances plus importantes du PV. Ça, c'est pris en compte dans la modélisation, dans ce que vous proposez dans le scénario de référence. C'est intégré. Alors, pour la deuxième question, dans le scénario de référence, j'ai pris en compte dans l'analyse de sensibilité les chiffres de la base carbone, donc des panneaux à entre 25 et 40 grammes de CO2 équivalent. Mais je ne connais pas, hormis le bilan de Horizeo, quelle sera l'entièreté de la filière solaire à horizon plus poussé. C'est pour ça qu'on a poussé le mix à 2030, mais pas plus loin. Bien sûr, si on se disait que toute la filière était alignée sur Horizeo, on aurait un mix encore plus bas. Je n'ai pas fait le calcul, mais il pourrait être intéressant de voir où est-ce qu'il pourrait aller. Et on voit que par rapport aux autres énergies renouvelables, l'hydraulique et l'éolien sont un peu plus faibles, le nucléaire plus faible aussi. Donc si on enlève le fossile, le solaire sera ce qui aura le plus d'impact carbone. Après, on reste sur un impact très faible du carbone, si on est de l'ordre de 20 grammes par kilowattheure. Mais on reste, par rapport aux autres énergies, on est dans le même ordre de grandeur, entre 10 et 20 grammes. Donc, je n'ai pas poussé la projection jusque-là. Mais en tout cas, j'ai pris les empreintes carbone de la base carbone et pas le 80 grammes de la base EcoInvent.
Et pour la première question, ce que je disais, c'est qu'il y a 3 paramètres qui influent. C'est d'une part une nouvelle technologie qui n'est pas encore représentative des parcs solaires installés, mais par contre, on voit que les modules sur le marché, qu'il y a tout un tas de fournisseurs qui proposent des modules même avec des empreintes carbone plus basses. Mais qui ne sont pas encore installés sur les parcs en France. Et donc c'est pour ça que les chiffres de la base carbone sont plus hauts aussi. Et donc il y a la durée de vie qui joue et l'ensoleillement à SOCATS aussi. Ok, merci. Alors, et puis par rapport, j'imagine que si on faisait je vais être un peu dans la provocation, mais si on faisait un parc photovoltaïque sur un champ de maïs, on n'aurait pas du tout les mêmes résultats en termes de... Voilà. Donc, non, mais c'est un vrai sujet parce que la question, elle est vraiment d'installer des parcs photovoltaïques en forêt. Et sauf erreur de ma part, mais peut-être que je me trompe, mais vous connaissez sans doute mieux que moi, mais il me semble que dans le scénario RTE qui vient de sortir, j'ai vu un tableau dans lequel on disait pas de parc photovoltaïque dans la forêt, en intégrant les éléments environnementaux. Voilà, donc moi je voudrais éventuellement avoir... Vous avez déjà un peu réagi, mais c'est vrai, ça serait intéressant d'avoir une idée, enfin je sais pas, alors en dehors même dans l'étude des variantes, d'un parc photovoltaïque qui serait construit sur de la terre agricole, où je pense qu'on n'aurait pas du tout les mêmes résultats, effectivement. Monsieur Lousteau, vous voulez répondre? Non, moi je voulais juste rebondir sur, vous mentionnez justement le rapport RTE, et je reviens un petit peu en arrière, mais ils donnent, alors je ne sais pas quel calcul ils ont fait, mais dans ce rapport, ils disent que la filière solaire pourrait arriver à 15 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Donc voilà. Mais voilà, ils disent 43 actuellement, ce qui est cohérent de la base carbone de l'ADEME. On n'a pas étudié ça, hein, donc je ne vais pas en parler. Voilà, après, intuitivement, c'est pas si simple parce qu'il y a plusieurs choses. Moi, j'étais d'abord très intéressé par l'occasion que m'a donnée cette étude de faire un peu de recherche bibliographique sur l'agrivoltaïque. Parce que finalement, des collègues de l'INRA de Montpellier ont développé des études il y a déjà une quinzaine d'années là-dessus. Il y en a qui sont en cours sur le vitivoltaïque. Et en fait, c'est des voies assez prometteuses d'économie de l'espace parce qu'en fait, on perd assez peu en rendement, voire même dans le cas de la vigne ici, alors mis à part les aspects esthétiques, etc., ça pourrait être un bon moyen d'éviter finalement l'excès d'alcool, l'ensoleillement excessif qui va arriver avec le changement climatique qui est déjà en cours en fait. Et donc des panneaux orientables sur du vignoble, c'est vraiment une option qui devrait être regardée de près. Et il y a des études en cours, il y a un projet en cours sur le domaine INRA. Alors, on ne parle plus du tout de la même chose qu'Oriseo. Je dérive, mais votre question dérivait aussi. Donc, je me permets ça. Il y a un peu d'agrivoltaïque aussi dans Oriseo. Mais voilà, sur ce plan-là, je pense qu'il y a des choses. Après, si Oriseo avait été implanté... ce qui est drôle, c'est qu'on ne s'est pas posé la question de l'implantation du maïs par rapport à la forêt. Il y a 200 000 hectares de maïs dans les Landes, enfin de maïs de grande culture, qui ont été mis en place à la place de la forêt. On a perdu la moitié du carbone qu'il y avait dans les sols à ce moment-là. Donc maintenant, si on mettait du voltaïque sur du maïs, au niveau du sol, à mon avis, il ne se passerait rien. Enfin, c'est complètement gratuit ce que je dis. C'est pas du tout fondé. Voilà. Après, en termes de bilan biomasse, franchement, ça se regarde. En termes de rendement, d'ailleurs, c'est une question intéressante. Est-ce que le rendement d'un panneau solaire est plus important en termes d'énergie que le rendement d'une culture ? Bon, on va arrêter là parce qu'on est dans les équilibrations, mais c'est des questions intéressantes. Après, si on veut faire de l'électricité avec du maïs, on ne va pas y arriver, je crois. Enfin, ça va être moins bon. Mais je ne suis pas spécialiste du tout de ça, donc j'arrête là. Juste concernant RTE, moi, je n'ai pas connaissance personnellement de ce tableau où il indiquerait qu'il n'y a pas de photovoltaïque en forêt dans leur scénario. De toute façon, la solution, il faudra qu'elle vienne d'un mix de tout, y compris les toitures, y compris les sites dégradés. Et Engie comme Neoen ont fait des sites dégradés, encore à l'appel d'offres qui est sorti là vendredi dernier. Nous avons été lauréats de projets sur sites dégradés, notamment, donc des décharges et anciennes carrières, par exemple.
Donc là-dessus, c'est vraiment une combinaison de l'ensemble des solutions. Après, pour revenir sur le photovoltaïque en soi, effectivement, on a entendu plusieurs fois que le photovoltaïque s'est fabriqué en Chine. Oui, c'est un fait. Effectivement, aujourd'hui, c'est un fait. On a 70 à 80% de la production qui est réalisée en Chine, y compris pour les projets lauréats Creux que j'ai cités précédemment, parce que ces bilans carbone de 500, 550, ce sont des modules qui sont fabriqués en Chine. Et même lorsque les modules ne sont pas fabriqués en Chine, en fait, généralement, quand c'est fabriqué ici, ce qui est réalisé ici, en fait, c'est l'assemblage. Parce que le photovoltaïque, il y a déjà l'extraction du silicium, il y a ensuite la réalisation, la purification du silicium, le découpage et la réalisation des cellules photovoltaïques, et ensuite il y a l'assemblage, effectivement, on assemble toutes les pièces en un site. Donc c'est un fait. La Commission de régulation de l'énergie, en fait, cette volonté d'avoir un bilan carbone, c'était aussi pour essayer de favoriser les entreprises, notamment européennes. Malheureusement, les Chinois ont été très bons et ont fait en sorte que beaucoup d'entreprises qui étaient installées en Europe, notamment au début du photovoltaïque, au début des années 2000 jusqu'au début des années 2010, eh bien, ont fermé les unes après les autres. Donc là-dessus, oui, malheureusement, c'est la situation du marché actuel. Claire peut vous donner quelques précisions sur l'impact du transport dans le bilan carbone. Oui, merci. C'est ça qui serait important. C'est de D'accord. savoir ce que ça pèse dans ces 19 grammes. Ça pèse quoi finalement, Ouais. le fait que ça vienne de Chine? Ouais, je pense que le fait que ça vienne de Chine, ça pose tout un tas de problématiques mais pour préciser, le transport, c'est pas ce qui sera la problématique majeure, parce que dans le bilan carbone, en tout cas sur la brique du parc, ça représente, le transport des modules photovoltaïques, ça représente moins de 3%, et les autres composants du parc, moins de 1%, donc on est sur moins de 4% sur le transport. Après, le fait que ce soit produit ailleurs, il y a des problématiques sociales. Et d'un point de vue environnemental, voilà, on a pris les bilans carbone qu'a précisé Lionel. On est sur 513 grammes pour la production par kilowatt crête pour la production des modules. Et vous dites c'est 4% de quoi? Du bilan sur les 40 ans, donc sur le cycle de vie du parc photovoltaïque, les 1 million de tonnes de CO2 que j'ai présenté, il y a 4% qui est dû au transport. L'impact de transport. Voilà. Et donc, en gros, si c'était pas transporté, si c'était fabriqué en France, le 19 deviendrait quoi? J'ai pas regardé ce scénario, donc il y aurait quand même de l'impact du transport parce qu'il y aurait un transport probablement routier et de la matière première aussi, oui. Après, en fait, je pense que le bilan de la production du module serait aussi impacté parce que il y aura aussi un transport de matière première quelque part à avoir, mais sur le transport des modules, oui, il serait diminué. Après, là, j'ai pas fait le calcul, mais je pourrais amener cette précision. Je pense que ça serait bien, vous voyez, parce que ça met du réel en face d'une représentation de la chose. C'est une question qui vient très souvent dans le débat. Quand on discute Oui, avec les gens, très souvent, ils mettent ça en avant. Donc, ça serait bien de pouvoir le quantifier. Hormis si on a tous les modules qui sont transportés en avion, ça ne sera pas le transport qui sera la problématique du bilan carbone. Bien, monsieur, vous avez demandé la parole déjà depuis un moment. Approchez-vous, s'il vous plaît. Avec un beau micro anti-Covid. Merci. Oui. À partir du milieu des années 75, on a commencé à s'intéresser effectivement aux énergies renouvelables, dont l'énergie photovoltaïque. Et il y avait un paramètre qu'on appelait à l'époque le taux de retour énergétique. Alors maintenant, c'est codifié sous la forme de Energy Return on Energy Investment, qui dépend à la fois de la technologie utilisée et aussi du site d'utilisation des modules photovoltaïques. Alors, est-ce que vous en avez tenu compte dans votre paramètre? Et j'ai une question liée à celle-ci.
J'ai l'impression que les modules PV sont business as usual. C'est-à-dire on va en rester au polycristallin, parfois au monocristallin si on veut payer un peu plus cher pour avoir un rendement un peu supérieur. Mais on n'envisage pas à court terme un saut technologique dans la fabrication des modules photovoltaïques, à mon avis. Mais peut-être allez-vous répondre à ça. Ceci étant, je voudrais vous remercier tous les deux pour la qualité de votre présentation et savoir si ces documents sont soumis à la communauté scientifique. Je ne dis pas rendu public, soumis à la communauté scientifique. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci, monsieur. Alors oui, les documents seront rendus publics. Après, donc soumis à la communauté scientifique, vous voulez dire avec une revue des pairs du travail, c'est peut-être ça. Alors j'en parlais au début de la présentation, il y a un processus de revue critique, donc du même principe que la revue des publications, qui là est en train d'être finalisée, où on a d'autres experts qui regardent notre travail et qui ont soumis des commentaires qu'on a pris en compte. Donc voilà, si ça répond à cette dernière question. Mais après, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose pour ton travail. Oui, en ce qui nous concerne, le modèle que vous avez vu, il a été déjà pas mal publié. La comparaison parc solaire forêt en termes de rendement d'énergie, alors j'allais dire pur, c'est pas le terme, mais en termes de kilowattheure, oui, je serais curieux de publier ça. On va s'attacher à publier ça avec mon collègue Barry Gardiner. Donc dans des revues scientifiques, etc. Sur le taux de retour énergétique. Alors, je n'ai pas calculé le temps de retour énergétique. Bon, il influerait pas sur les résultats. Enfin, il influerait dans le sens où la consommation d'énergie pour la production des panneaux est prise en compte dans l'impact carbone des panneaux. Cependant, en fait, j'ai pas eu accès à la donnée de consommation énergétique pour la production des panneaux, donc je pourrais pas vous répondre. Je sais que c'est entre 1 et 5 ans de manière un peu commune. Après, je pense qu'il serait plutôt relativement faible dans le cas de SO4, puisqu'on a une bonne production d'énergie et on a tendance à faire baisser la consommation d'énergie à la production des panneaux, mais j'ai pas le chiffre là à vous communiquer. Et enfin, je ne peux pas parce que je ne connais pas la consommation d'énergie à la production des panneaux. Et du coup, je passe la main pour les sauts technologiques. C'est une notion de taux de retour plus que de temps de retour. Autrement dit, la quantité d'énergie électrique produite par rapport à la quantité d'énergie globale introduite dans le système. Donc, si je pose cette question, c'est qu'effectivement, j'ai eu accès à quelques publications dans ce domaine qui ne sont pas forcément d'un optimisme délirant. Donc, je crois que c'est une question qui vaut vraiment le coup d'être regardée de très très près. Voilà. D'accord, merci. C'est le taux. Oui. Dans les centrales électriques classiques, le problème ne se pose pas. On produit beaucoup plus d'énergie électrique qu'on ne va rentrer dans le système lui-même. On regardera effectivement ce dernier point avec Claire, hein, notamment concernant les sauts technologiques. Effectivement, depuis le début des années 2000, on a beaucoup la technologie cristalline qui s'est développée, hein, notamment le monocristallin et le polycristallin. Quand je parle de monocristallin et polycristallin, ça vient du silicium. En fait, le silicium, c'est ce qui constitue le sable. Et on avait également, au début des années, notamment 2010, il y avait un boom de ces technologies-là, qui étaient les technologies des couches minces. Donc, par exemple, le tellure de cadmium, qui était le plus connu, mais on avait d'autres technologies aussi, qui aujourd'hui sont beaucoup moins développées. Concernant les sauts technologiques, il y a différentes recherches qui sont faites sur même des cellules organiques. On n'est pas à l'abri que dans 5 ans, il y a une solution qui soit trouvée pour qu'effectivement on puisse changer complètement de module. Hein. De toute façon, c'est la recherche continue. Aujourd'hui, sur les technologies cristallines, par exemple, à chaque fois, on a une amélioration du rendement. On a les cellules qui sont divisées. Il y a encore quelques années, personne ne connaissait, par exemple, les modules qu'on appelle les bifaciaux. Aujourd'hui, on a des cellules qui produisent des deux côtés.
Donc les modules que vous voyez classiquement jusqu'à présent, où on a la face interne, si je puis dire, du panneau qui était complètement blanche, aujourd'hui elle est transparente parce que le module peut produire également par le rayonnement qui est réfléchi par le sol. Donc on a vraiment une évolution chaque année des technologies actuelles. Maintenant, prédire qu'il y aura un saut technologique dans 5 ans, effectivement, ça par contre, on est incapable de vous le dire, mais on prendra volontiers ce saut technologique qui permettra de produire encore plus d'énergie avec moins de surface consommée, bien sûr. Monsieur Olanier, vous vouliez poser une question ou intervenir? Donc, toujours Benoît Olanier, vice-président de la communauté de communes de Montesquieu. Je voulais d'abord vous féliciter du travail que vous avez fait il y a encore quelques mois. Je faisais le calcul du bilan carbone de la banque pour laquelle je travaillais, scope 1 et 2, c'est-à-dire moins compliqué ce que vous avez fait. Et donc j'apprécie la précision du travail que vous avez fait et je sais que c'est précis. Je ne suis pas étonné du résultat global du bilan carbone du photovoltaïque comparé au mix énergétique français. C'est clair que si une part plus importante de notre électricité était produite par du photovoltaïque, nous n'aurions pas le bilan carbone déplorable que nous avons aujourd'hui, en tout cas que l'on peut améliorer. Et il serait encore meilleur, le bilan, si on ne faisait pas cette soustraction de la surface de forêt que l'on coupe, dont on connaît encore une fois l'intérêt pour le bilan carbone. Et si ces 1000 hectares de panneaux solaires, on pouvait les mettre sur des surfaces déjà artificialisées, eh bien, on aurait beaucoup gagné. J'ai quand même quelques questions. Je n'ai pas trop compris pourquoi vous faites le calcul, vous faites l'hypothèse sur 40 ans, alors que dans la brochure, autant que j'ai pu le lire, c'était plutôt sur 30 ans. Alors j'ai compris que vous pariez sur un allongement de la durée de vie des panneaux solaires à 37 ans, mais il y a une petite divergence entre... J'ai mal lu, c'est pas 30 ans dans le dossier du maître d'ouvrage. Bon, j'avais compris que c'était 30 ans. On vérifiera, hein, mais il me semble que c'était 40 ans. Alors, la durée du bail, elle est de 40 ans. La durée d'exploitation, elle est entre 35 et 37 de mémoire indiquée dans le document. Mais il est important pour nous de prendre en compte les 40 ans de défrichement du projet. C'est-à-dire que dans les 40 ans, il y a la construction et le démantèlement. Et pendant la construction et le démantèlement, on n'a pas d'arbres. Donc, il est important de prendre en compte justement ce déstockage. Alors, on le prend de façon pénalisante d'un seul coup, alors que ça va être écrété dans le temps. Mais c'est important de le prendre bien sur la totalité de l'occupation, quelque part, du projet, en dehors de son exploitation. J'ai compris que la durée de vie de la centrale photovoltaïque était de 30 ans. Donc, c'est peut-être un petit peu plus que ça. Plus les installations et démantèlement. Ensuite, je n'ai pas compris ce que vous comptiez dans le bilan carbone de la brique Haïti. Si l'infrastructure, le matériel qui est importé, apporté pour fabriquer, pour faire tourner le data center n'est pas comptabilisé dedans. Alors ça veut dire que ça ne pèse pas trop lourd. Et puis, j'avais des questions plutôt pour Monsieur Lousteau, qui mériterait peut-être un scénario 3, qui est de comparer une même surface de 1000 hectares boisés. Est-ce qu'il serait intéressant d'envisager un autre type de boisement, de bois d'œuvre, de type de plantation qui séquestre mieux et plus longtemps le carbone? Est-ce que ça, c'est envisageable? Et est-ce que ça change beaucoup l'équation en lieu et place des pins des Landes? Et puis, question annexe, dans le cadre du scénario 2, c'est-à-dire avec des panneaux solaires, est-ce qu'il peut exister des cultures sous panneaux
qui séquestrerait le carbone de façon plus efficace que la moulinie ou ce qui pousse de façon naturelle. Voilà mes questions. Bien, Monsieur Lousteau, Oui. Alors, je vais les prendre dans le désordre. Pour le scénario 3, on n'a pas voulu s'aventurer sur des scénarios de futur avec des options forestières, comment dire, plus carbone neutre, séquestrant plus de carbone, du couvert continu. Donc, ça fait partie des options de travail qui sont sur la table. Et dans le cadre de nos recherches, on fait énormément de travail là-dessus pour étudier. Donc, je vais citer un site web où on a mis à disposition toute une série de simulations avec des itinéraires forestiers qu'on a élaborés avec la profession. Et parmi ces itinéraires forestiers, là, qui se rapprochent de couverts continus, de sylviculture plus naturelle, d'introduction d'espèces différentes, etc., etc. On ne les a pas pris en compte ici parce qu'ils sont vraiment prospectifs. Ils ne sont pas actuellement pratiqués par la profession. Le groupement forestier du Murat voilà, nous a donné les itinéraires techniques sur lesquels on a travaillé. Et là, on n'a pas fait de choix à notre niveau. On a pris ces itinéraires comme ça. Sur le plan de la moulinie, on a un petit peu parlé tout à l'heure. L'agrivoltaïque, c'est vraiment quelque chose qui est en train de monter pas mal, qui fait beaucoup d'économies d'espace et qui est très prometteur pour la vigne. Il y a tout un tas de cultures maraîchères, mais il y a aussi la possibilité d'élever des petits animaux sous des panneaux, etc. C'est fait d'ailleurs dans certains parcs solaires. Je crois qu'il y a des moutons qui packagent sur un des parcs solaires là, sur lesquels on a fait nos mesures. Donc oui, tout ça, c'est des options qui sont offertes. Bon, et je laisse les porteurs du projet Horizeo en parler. Hein, ils le feront mieux que moi. Mais oui, c'est des options qui peuvent être étudiées et qui sont intéressantes. Enfin, bon, à mon avis, très intéressantes. Juste une question sur le scénario 3. Donc, Monsieur Olagnier parle de prendre en compte, par exemple, une orientation plutôt bois d'œuvre. Ouais. Si j'ai bien compris dans ce que tu as présenté, dans tous les cas, toi, tu as considéré que le carbone qui a été stocké dans le bois, même quand le bois s'en va, on l'additionne. Alors, enfin, on ne prend pas en compte la valorisation du bois, c'est hors périmètre. Ça. Voilà, on l'a laissé hors périmètre. On a calculé les chiffres, ils sont à disposition. Donc après, on peut les intégrer ou pas dans le bilan qu'on veut faire, hein, c'est possible. Mais on s'est contenté de comptabiliser le carbone qu'on peut toucher. Donc celui qui est en place, là, dans le sol, dans la biomasse, ça c'est du concret. On peut le mesurer, le toucher, il est là. Après, la question de ce qu'on fait avec les produits, est-ce qu'ils économisent ou non des émissions fossiles suivant l'usage qu'on en fait, et si on fait des usages de bois d'œuvre, est-ce que la substitution de produits fossiles n'est pas beaucoup plus importante, etc. C'est toute une question en débat de recherche qui est complexe parce que les taux de substitution qu'on pourrait attribuer, par exemple, à l'utilisation de bois d'œuvre pour fabriquer des maisons, des poutres, etc., aujourd'hui, on sait faire. Dans 10 ans, ce sera quoi? Et comment on calcule ce qui va se passer dans 15-20 ans? On ne sait pas faire ça. Donc voilà, derrière, il y a beaucoup de questions de ce type-là. D'ailleurs, ça a été soulevé pour d'autres produits que le bois. Quelle valeur attribuer en termes de remplacement d'émissions fossiles à des produits qui seront là dans 10-15 ans? Mais bien entendu, si on fait du bois d'œuvre, on stocke pour beaucoup plus longtemps du carbone que si on fait du bois énergie, du papier, de la fibre, etc., qui retourne dans l'atmosphère au bout de 2 ans, évidemment. Et si on compare ça à des poutres en acier ou à du béton, bien sûr, le gain en carbone est énorme. Donc oui, il faut faire du renouvelable et il faut faire du bois. Et une dernière précision sur la synthèse qui vous a été présentée par Claire. Elle prend bien en compte le travail de Denis, sauf la partie boisement compensateur, qui n'a pas été intégrée. Il y avait aussi une partie de la question qui portait sur le bilan carbone. Oui. Et pour le centre de données, c'est notamment l'énergie qui est consommée par le centre de données qui est contributeur du bilan que j'ai présenté. Donc c'est surtout tout ça qu'on va retrouver. Et enfin, pour compléter sur la durée de vie des panneaux, là, ça fait deux fois qu'on en parle. Les panneaux, beaucoup de gens nous disent oui, les panneaux de toute façon ça dure 20 ans et après vous jetez. Ce qui n'est pas vrai à l'heure actuelle. En fait, 20 ans, déjà pour préciser, pour qu'il y ait cette confusion chez beaucoup de gens, c'est que d'une part, lorsqu'on est lauréat d'un appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie ou alors même sur une toiture d'un particulier, c'est quoi? C'est la durée du contrat d'achat. C'est là où c'est la durée du contrat garanti.
Ensuite, 20 ans, pendant un moment, ça a été également la garantie des fabricants pour la puissance des panneaux photovoltaïques. Les fabricants garantissaient en fait qu'au bout de 20 ans, la puissance qui sortait du panneau photovoltaïque était équivalent à 80% de sa puissance en sortie usine. C'est comme si je vous disais aujourd'hui, votre téléphone dure 10 heures, dans 20 ans, je vous garantis qu'il va durer à minima 8 heures. Et de plus en plus, les fabricants ont étendu cette garantie, la portant à 25 ans, et même certains la portent à 30 ans. Donc, un panneau photovoltaïque qui, au bout de 30 ans, produit 80% de sa puissance initiale, il n'y a pas de raison de le jeter. À part si, effectivement, il y a un saut technologique, auquel cas, on peut l'envoyer au recyclage ou à la seconde main. Aujourd'hui, il y a une filière de recyclage également. Donc, on a vraiment la technologie qui a beaucoup évolué. Et tous ces calculs-là, d'ailleurs, 80%, on les a pris en compte également dans la production qui a été calculée pour le parc photovoltaïque, hein, bien évidemment. Chaque année, on a considéré qu'il y a une dégradation minime, petite, moins de 0,5%, mais quand même une dégradation de la production par le parc photovoltaïque. Voilà. Merci. Monsieur le maire de Socats. Merci. Oui, donc je voudrais juste apporter une petite précision concernant l'agriculture sous les panneaux photovoltaïques. Il y a plusieurs sortes d'agrivoltaïsme. Donc il y en a un qui, j'ai eu un projet justement sur le territoire de la part d'un céréaliculteur qui fait du maïs. Et il envisage, avec un porteur de projet spécialisé dans le photovoltaïque, de faire de l'agrivoltaïsme en plein champ. Hein, plein champ. Et sur ce qu'il nous a montré, il nous a démontré que ce n'était pas possible de faire du maïs sous les panneaux photovoltaïques parce que ce sont souvent des grandes tables qui sont plus hautes, qu'on peut orienter, mais ce n'est pas possible de faire passer une machine comme une moissonneuse-batteuse. C'est impossible. Voilà, techniquement, ce n'est pas possible. Voilà, donc lui passerait à ce moment-là à des plantes fourragères. Voilà. Donc c'est une petite précision, on ne peut pas faire ce qu'on veut sous les panneaux photovoltaïques. Voilà. Donc les céréales, c'est pas possible. Donc c'est les plantes fourragères. Donc c'est ce qui est bien parce que les plantes fourragères enrichissent le sol, parce que là, ce que j'ai moi sur mon territoire, c'est beaucoup de cériculteurs et de sylviculteurs qui viennent me voir parce qu'ils me disent les rendements ne sont plus ce qu'ils sont sur les sols. Pareil pour les sylviculteurs. Hein. Je ne sais pas s'il est toujours là pour le CRPF. Voilà. Donc et ils veulent mettre du photovoltaïque à la place des pins. Et les cériculteurs me disent aussi que je veux mettre du photovoltaïque parce que, évidemment, ils ont épuisé les sols avec de l'agriculture intensive. Donc je refuse tout ça parce qu'évidemment, ce n'est pas compatible avec notre façon de voir les choses. Mais voilà, donc je voulais dire qu'on peut faire de l'agriculture sous les panneaux photovoltaïques, mais pas n'importe laquelle. Et on peut faire aussi de l'élevage. Il y a même l'entreprise qui était là avec le cériculteur. Ils font même pâturer des bovins. C'est dans le Gers, voilà, donc il y a une ferme comme ça. Donc ça, c'était une petite précision. Et je voudrais quand même poser une question sur la filière photovoltaïque, parce que, oui, peut-être qu'il n'y a plus d'entreprises qui fabriquent de A à Z en France les panneaux photovoltaïques. Mais je pense qu'il ne faut pas laisser de côté, ne serait-ce que l'assemblage. C'est très important parce que ça fait une filière qui a du savoir-faire, ça fait des emplois, ça fait de l'activité économique, ça fait vivre des familles. Je pense qu'il ne faut pas laisser tomber tout cet aspect. Et je citerai juste une entreprise qui est en train de mourir, je crois, d'après ce que j'ai vu, et qui fabriquait de A à Z les panneaux photovoltaïques, c'est Photowatt. Je ne sais pas si vous connaissez. Et c'était une filiale d'EDF qui est en train de laisser tomber, si j'ai bien compris. Donc c'est un peu dommage de voir ce gâchis qu'il y a en France, alors qu'il y a du savoir-faire, et que on va s'adresser comme d'habitude à la Chine alors que l'on pourrait faire très bien en France, alors qu'on a ce savoir-faire et toute cette technologie qu'on va laisser partir. Voilà, c'était simplement un petit point que je voulais apporter, et donc peut-être que alors ça dépasse au Riseo, hein, mais c'est quand même profitons quand même de ce besoin d'énergie renouvelable, que ce soit éolien ou photovoltaïque, pour développer, et que les industriels français se rassemblent pour développer des filières qui tiennent la route pour fabriquer de A à Z en France ce dont on a besoin. Il faudrait arrêter de dire d'aller au plus facile, c'est moins cher, on va en Chine, on se sert.
on a vu là, avec la pandémie, qu'on est complètement dépendant de ce qui est fabriqué en Chine. Et est-ce qu'on l'accepte? On ne l'a pas accepté sur le moment. Maintenant, j'ai l'impression que l'on renonce et que l'on continue comme avant. Voilà, c'était simplement une petite contribution à ce débat sur la filière technologique du photovoltaïque. Voilà. Alors, j'ai dit précédemment effectivement que la filière aujourd'hui était majoritairement en Chine. J'ai pas dit pour argent comptant que de toute façon on irait tout prendre en Chine. Effectivement, il y a encore certaines entreprises, notamment assemblage, mais il y a également Photowatt. Bon, il n'est pas du tout exclu qu'on prenne au moins une part, parce que 1 gigawatt actuellement, ici en France, c'est pas possible d'avoir 1 gigawatt. Les capacités de production ne sont pas là. Et pour avoir cette capacité de production d'ici 2025-2026, si le calendrier nous le permet, ce serait très compliqué. Maintenant, effectivement, si d'une part les services de l'État souhaitent relancer la filière photovoltaïque en France, et en Europe en règle générale, si ce n'est pas en France, et que les acteurs de la filière, l'ensemble des acteurs de la filière, on se mette tous ensemble, effectivement, il n'est pas du tout exclu qu'on y aille. Maintenant, miser ça uniquement sur un projet, là par contre, effectivement, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas s'engager, parce que ce serait dangereux pour les deux parties. Parce que le moindre problème, d'une part, dans la conception, par exemple, de l'usine de fabrication, eh bien, s'il y a un problème de ce fait-là, le projet ne peut pas se faire vu que nous n'avons plus de fournisseurs. Et d'un autre côté, s'il se passe quelque chose au niveau du projet, là, c'est l'inverse. C'est l'entreprise qui serait en défaut. Donc, c'est un travail, effectivement, qui pourrait être fait avec la filière et avec la volonté politique. Mais c'est quelque chose qui dépasse, ici, malheureusement, le débat d'Horizeo. Mais effectivement, s'il y a des capacités, on est complètement ouvert. Tout à fait. Et juste une dernière petite question, parce qu'on n'a pas abordé la question du recyclage des panneaux photovoltaïques. Donc en France, il y a une unité du côté de Marseille, Aix-en-Provence, au Rousset, qui recycle les panneaux photovoltaïques à hauteur de 95%. Et il va y avoir une usine qui va se monter dans le Lot-et-Garonne également pour recycler. Donc là, il y a une filière qui se met en place. Voilà. Bordeaux, voilà. Saint-Loubès, exact. Voilà. Et donc là, voilà, c'est quand même des nouvelles positives qu'il faut donner sur la filière quand elle se développe. Ça permet de créer également des emplois, parce que ça, c'est quand même vertueux, que ce soit recyclé à 95% sur le territoire. Voilà. Tout à fait. Avec le développement de la filière photovoltaïque en France, justement, avec l'augmentation de la puissance installée qui est prévue par la programmation pluriannuelle de l'énergie, ça ne peut que favoriser de nouvelles implantations d'usines de recyclage qui, petit à petit, effectivement, on a des modules qui sont installés depuis 20 ans. Et il y a également de la casse, du changement à faire sur des parcs photovoltaïques. Bon, c'est souvent des changements mineurs. Hein. C'est par exemple sur Cestas. Vu que nous avons le parc de Cestas, il faut savoir que sur 1 million de modules qui est installé, on en change à peu près 100 à 200 par an. Donc c'est quand même mineur. C'est souvent lors d'un passage en voiture ou une machine pour faucher, il y a un petit accrochage, ou justement lors des opérations de maintenance où on peut voir que le module, dès qu'il a le moindre défaut, on ne se pose pas de questions, on change parce qu'il est inconcevable d'avoir un risque au niveau de l'incendie, par exemple. Donc, au moindre doute, on change et ces panneaux sont ensuite partis au recyclage. Mais avec toutes ces précautions, on atteint une très faible proportion de changement des modules lors d'une phase d'exploitation. Merci. Oui, avant de donner la parole à quelqu'un d'autre, pour revenir sur le début de votre intervention, Monsieur le maire, je voudrais rappeler qu'il est prévu dans le cadre de ce débat public un atelier de controverse sur le thème de l'agrivoltaïsme. Donc, toutes ces questions pourront être évoquées. Et que le 18 novembre, je ne sais pas si ça marche, je m'entends pas. Une réunion publique prévoit d'approfondir la question des retombées justement économiques et sociales territoriales. Donc je pense qu'on reviendra largement, enfin j'espère, hein, d'accord, sur les questions de filière précisément. Voilà. Bien. Alors, monsieur. Oui, monsieur. Non, parce qu'on ne vous entend pas et c'est enregistré. Comme c'est enregistré, il faut que tout le monde profite de vous.
L'histoire, nous disaient les historiens, a ceci d'important qu'elle nous enseigne les erreurs du passé pour ne pas les refaire en même temps cette année et les années à venir. Photowatt, avant d'être une filiale d'EDF, a été une filiale du groupe Philips. Et j'ai travaillé avec des ingénieurs d'Autowatt, disons, au début des années 80, et qui étaient venus nous présenter dans la filière d'enseignement où j'étais à l'époque, des installations pour sites isolés. Les premiers sites de télécom isolés en France, et en particulier dans le sud-ouest, étaient réalisés grâce à des panneaux photovoltaïques de Photowatt. Et je dois dire, et c'est pour ça que je parlais de l'histoire tout à l'heure, dans cette période-là, tout a été fait, y compris au niveau des plus hautes autorités de l'État, pour couler Photowatt. Bien, qui souhaite intervenir? Voilà, je ne sais pas si on peut donner la parole. Bon, François Gillard. Concernant, là je vais vous parler de ce qui se passe au niveau de la Commission nationale du débat public à Paris. Nous voyons des gros projets d'usines en ce moment qui sont déposés pour organiser des débats publics. Et il y a une usine qui est en projet en ce moment à Ambar, dans le nord de la France, en Moselle, à côté de l'usine Smart, qui va malheureusement fermer. Une usine qui prendra à peu près 2000 emplois et qui va fabriquer 2 gigawatts an de cellules à hétérojonction. Donc, c'est des nouvelles technologies de cellules solaires. C'est subventionné énormément par la région Hauts-de-France et par l'État. Donc, peut-être que d'ici la concrétisation du projet, s'il se fait, il y aura les capacités, puisqu'en plus, c'est une usine qui sera par tranche de 2 pour aller jusqu'à 8. Donc, suivant le marché français, si 2 suffiront pas, ils peuvent aller jusqu'à 8. C'est des Gigafactory, donc c'est actuellement en débat. Vous pouvez aller voir sur Internet, hein, sur le site du débat public, c'est indiqué. La société, c'est Rex Solar, une société sino-norvégienne qui s'implante, voilà, enfin, qui tente de s'implanter. Donc il y a une filière. Merci pour cette précision. Monsieur, si vous voulez vous approcher. Oui. Jacques. On est en fin de séance et donc je vais non seulement faire baisser le niveau comme la dernière fois, mais en plus faire un peu de populisme. C'est-à-dire, si vous aviez 2 mains sur un point de contact, expliquez la dernière slide sur un marché, quoi. En gros, qu'est-ce que vous diriez exactement? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait revenir à la dernière slide? C'est finalement, quand vous avez cumulé tout ça, hein, c'était évidemment tout à fait passionnant et merci à vous. Enfin bon, on est dans la continuité d'une excellente séance, je pense, du débat public. Non, c'est tout. Voilà, c'est ceux qui résument le tout, comme dit le général de Gaulle. Pour résumer le tout, j'ai crié "Vive le Québec libre". Voilà. Alors, voilà. Là, vous verrez à la fin. Voilà, c'est ça. Hein, voilà, donc, c'est ça. Ça synthèse. Non, mais peut-être que je suis un peu. Donc voilà, c'est mon truc de populisme. Donc sans dire la Michu, tout ça, c'est des choses compliquées. Il ne faut pas les dire toujours de façon trop simplificatrice. Enfin, donc vous voyez, c'est pas un truc démago. Mais qu'est-ce que vous diriez? C'est-à-dire finalement, quand on compare le projet et l'existant, quoi, hein, puisque c'est au fond ça dont on parle, c'est le rapport de combien à combien. Et voilà, et pourquoi, quoi. En quelques mots. Il se trouve que demain matin, une conférence de presse pour présenter la mi-bilan. Hein, et donc, je ne vais pas me faire le porte-parole du maître d'ouvrage, mais je vais dire voilà ce qu'a dit le maître d'ouvrage. Et donc, j'aimerais bien ne pas déformer vos propos. Et voilà. Donc, comment vous commentez ça auprès de madame ou de monsieur, d'ailleurs. Voilà. Qui est particulièrement crasse en plus. Donc le bilan carbone pour les nuls. Merci pour cet exercice. Je dirais que le bilan Oriseo s'élève à environ 2 millions de tonnes CO2 équivalent, qu'on a la plus grande partie est due à 50% environ à la partie électricité au parc photovoltaïque. Ce qui laisse aussi une partie non négligeable au reste des briques.
que la référence aujourd'hui, selon certaines bases de données, est jusqu'à 3 fois plus impactante. Si on se projette un peu plus loin, d'ici 2030, on serait à 2 fois plus impactante et que cet écart risque de réduire plus on se projette dans un horizon lointain, mais on ne veut pas faire trop de prévisions dessus. Et donc que le projet Horizeo contribue aujourd'hui et contribuerait à baisser cette empreinte carbone au niveau national. Ensuite, par rapport à l'aspect plutôt biomasse, ouais. Je vais formuler cette affaire, parce que mon job, ça consiste à dire, en gros, ce qu'on perd sur la forêt, on gagne sur la production d'électricité. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ou pas? Alors, vous voyez la grossièreté de mon... Mais quand même, Du coup, là, ce qu'on voit sur les chiffres, par rapport à la variation, donc on va plutôt regarder la partie orange. Le delta entre la référence et Horizeo est plus faible que le delta, en tout cas, entre Horizeo et la référence, même si on projette à horizon 2030. Par contre, est-ce que c'est un peu délicat de prendre... Pardon ? Vous voulez... D'accord. Et donc, c'est ce bilan orange à 2000, en tout cas, c'est le bilan à 2064 sur la variation de biomasse. Est-ce qu'on peut dire que c'est le bilan sur les 40 ans ? En tout cas, oui, non. Enfin, ce que j'ai représenté en orange ici, c'est le delta. En tout cas, c'est la variation de stock de carbone dans la biomasse et le sol. Et donc, on voit que la différence entre référence et Horizeo à 2064, en effet, est moins important que le delta entre Horizeo, entre les émissions fossiles d'Horizeo et de la référence. Mais excusez-moi, juste pour mettre encore, on n'a pas voulu ici dire Horizeo évite tant d'émissions. On a voulu ici dire que Horizeo émet tant par ses infrastructures et que par rapport à un scénario de référence, en effet, on a telle différence. Mais ça ne quantifie pas exactement les gains d'émissions. Oui, excusez-moi. Je vais juste apporter peut-être une réponse à la question telle que vous la posiez, mais juste un point avant, c'est que la partie de gauche, donc la partie pure Horizeo, on oublie un instant la référence, elle est très importante pour nous. Pourquoi elle est très importante? Parce que finalement, c'est par rapport à cette référence que nous, on va éventuellement pouvoir travailler pour trouver des moyens d'améliorer encore ce bilan CO2. Rien que sur le projet Horizeo, j'oublie à quoi il se substitue. Et ensuite, par rapport à ce que vous disiez, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que sur la partie production d'électricité, il y a effectivement un gain significatif, alors que l'on espère réduire au maximum, et ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire que plus il y aura de photovoltaïque dans le mix, et moins ce gain sera important, mais quelque part ça voudra dire qu'on a quand même réussi à aller vers une production d'électricité qui émet moins de CO2. Et ensuite, je voudrais revenir sur la perte sur la forêt. Elle est avérée sur le site du projet. Maintenant, on a quand même un dispositif qui s'appelle les boisements compensateurs, qui n'est pas comptabilisé ici, qui est à minima de x2, je crois que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, et qui peut être plus. Alors, on ne va pas faire des pronostics, mais en tout cas, ce n'est pas nous qui décidons de ce chiffre. Ce n'est pas nous non plus qui décidons, même si on cherche des parcelles, elles seront validées, donc c'est très difficile de le prendre en compte, puisque vous ne savez pas où vous allez le faire, etc. Mais il est évident que cette partie-là est là aussi pour que cette perte, in fine, devienne un gain. Parce que malgré tout, quand vous allez planter 2 fois plus d'arbres que ceux que vous avez coupés, à terme, vous aurez un gain. Oui, madame. Madame Jean. Vous avez un peu devancé ma remarque, mais justement pour faire le lien avec ce qui a été présenté avant, quand on a parlé de la compensation, on n'a pas parlé justement de ce qu'on allait compenser en termes de carbone. Et je pense que, enfin, je pense pas, c'est quelque part aussi une obligation,
que pour les émissions qui subsistent. On essaie de les éviter, bon, c'est ce que vous faites, vous essayez de les réduire, hein, mais de toute façon, il faudra les compenser. Et donc, sur ces compensations, on voit bien que ce qui a été présenté dans l'après-midi, on a vu un peu chiffrer, enfin, on a essayé d'évaluer sur la biodiversité, sur la production de bois, et il n'y avait pas un mot sur le carbone. Donc ça veut dire qu'à mon avis, il va falloir avoir quelque chose de plus précis que de quelque chose de général. Si le projet se faisait, il faudra effectivement avoir... et c'est là où tout à l'heure, la réponse avait été effectivement, on s'en occupe du climat parce qu'on s'occupe de l'adaptation de ces boisements au climat. On prend en compte cette évolution climatique sur les boisements. Mais la question, elle est vraiment, sans doute, dans le suivi... Je parle à la limite pour moi, là. Je parle même pas pour mon organisation. Je m'avance peut-être trop. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais le projet se fait et si effectivement il y a des émissions résiduelles, je crois que ça vaut vraiment le coup en termes d'exemplarité que le projet, il montre qu'effectivement, il est au moins neutre en carbone, mais qu'il le montre, pas que sur des affirmations. Et donc je pense que là, il y a quelque chose certainement d'un peu expérimental à montrer parce que... il semblerait quand même que suivant c'est ce que vous avez évoqué sur les différents scénarios, suivant les conduites d'exploitation, suivant tout un tas de choses, on n'a pas du tout les mêmes résultats non plus en termes de bilan carbone, de stockage de carbone, de puits carbone joué par la forêt. Et donc, à mon avis, là, il y a vraiment quelque chose c'est un point fort qui pourrait être celui du projet que d'arriver à montrer qu'il y a vraiment une compensation total de tout ce qui n'aura pas pu être évité ni réduit. Merci. Pas de réaction à ça. C'est juste pour préciser, là, entre guillemets, c'est un premier jet de l'étude du bilan carbone. Donc, dans le cadre de l'évaluation environnementale et du dépôt des autorisations administratives, on referait une seconde évaluation avec des idées notamment plus précises en termes de compensation, afin de vous apporter des éléments supplémentaires. Donc, et en espérant ainsi répondre à cette question. Aujourd'hui, on a préféré prendre plutôt un cas, le cas le plus défavorable pour nous. C'est de considérer qu'aujourd'hui, on a défriché. Aujourd'hui, la biomasse qui sort du site, eh bien, c'est comme si elle a été stockée comme du bois d'œuvre aujourd'hui, vu qu'on l'a enlevé directement. On n'a pas considéré que non, ça reste que 3 ans dans l'atmosphère et puis voilà. Donc on l'a considéré. Donc on a préféré se prendre ce cas le plus défavorable et ensuite, une fois qu'on aura plus d'éléments sur la compensation, on pourra vous les apporter. Bien, s'il n'y a plus de questions. Si, encore une. Monsieur. Oui, Jean-Yves Grandidier, Société Valorem. Je voulais savoir quelle est la référence. C'est quel type d'installation? Est-ce que c'est une moyenne? Est-ce que c'est des centrales à laquelle on va faire appel marginalement en France ou en Europe pour calculer en fait les émissions de CO2? Donc la question, c'est sur le scénario de référence, qu'est-ce qui a été pris en compte sur le résultat en bleu? Donc pour la référence sur la brique production d'électricité, c'est le mix électrique français et donc les émissions qui sont dues à 70% de nucléaire, X%, 8% de fossiles, etc. Donc c'est la moyenne, oui. Ça fait 100 kg de CO2 par mégawattheure et je crois que le mix français est plutôt à 60, donc c'est pour ça que là, le mix que j'ai pris, c'est 74 grammes de CO2 par kilowattheure. 60, je me demande si c'est pas la valeur qui a été citée tout à l'heure par monsieur, qui était la valeur de consommation ADEME, il me semble. Oui, 60, c'est la base carbone ADEME sur la consommation. Pour le scénario de référence de base que j'ai pris, c'était 74 grammes par kilowattheure. Qui correspond à une autre base de données, CoInvent. Oui, c'est ça. Mais... Pendant 40 ans, alors pas pendant 37 ans. Vous fonctionnez pendant 40 ans et pas pendant 37 ans.
Là, bon, pour le parc solaire Oriseo, c'est sur une productivité sur une production d'énergie sur 37 ans. Et donc, en enlevant 3 ans pour la construction et démantèlement du parc photovoltaïque. Donc, si vous voulez qu'on discute du calcul plus spécifiquement après. L'impact du défrichement a été pris sur 40 ans. Ensuite, on a pris l'impact également pour l'étude de Jinko de la construction, du démantèlement, de l'ensemble de la phase d'exploitation. Et la phase d'exploitation, effectivement, est d'une durée de 37 ans. Bien. S'il n'y a plus de questions, il me reste à vous remercier de votre attention et à remercier tous les intervenants pour la qualité de leurs exposés et de leurs réponses. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée.